Bien, bonjour. Dans ce nouveau cours, ce que je vous propose d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser maintenant à des méthodes de résolution d'équations différentielles qui vont être très importantes pour la suite de nos aventures avec les équations de dérivées partielles. Ce cours va être en deux temps. Donc aujourd'hui, on va voir les méthodes de série. Et au prochain cours, on abordera deux équations en particulier, qui sont les équations de Legendre et les fonctions de Legendre, et l'équation différentielle de Bessel et les fonctions de Bessel, qui vont être cruciales quand on travaillera dans les repères cylindriques et sphériques avec nos équations en dérivées partielles. Donc là, on va avoir deux cours sur les équations différentielles, un cours général aujourd'hui sur les méthodes de série, et un cours plus spécifique sur les équations de Bessel et de Legendre après. Voilà. C'est la troisième fois que je recommence cet enregistrement. J'avais plein de petits couacs dans mes notations, dans plein de trucs. Il va en rester d'ailleurs, j'ai pas tout corrigé parce que j'en ai oublié. Voilà, donc je m'excuse, ça risque d'être un petit peu le bazar. Je sais pas, ça se passe mal aujourd'hui. Voilà, bon bref. Avançons. Donc, on va d'abord faire des petits rappels sur les séries et les fonctions, parce que suivant le cursus que vous avez eu, vous n'avez pas forcément été exposé à ça. Et donc, on va d'abord faire ces petits rappels, parce que ça va être un peu important pour comprendre tout ce qui va être dit par la suite. Et donc d'abord, on va définir les séries. Donc une série, c'est une somme a priori infinie de n égale 0 ou n égale 1, ça dépend, on l'a fait démarrer, à l'infini des un, qui va s'écrire du coup, cette expression-là, ça veut dire u0 plus u1 plus u2 plus u3 plus etc. à l'infini. Alors quand on fait, on n'en est vraiment pas un cours sur les séries de cette forme-là, donc je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais généralement on va avoir des relations, les un ici c'est des nombres, qui ont des relations entre eux, par exemple un plus 1 est égal à un sur n, ou des choses comme ça, et on peut du coup écrire les termes en fonction les uns des autres, on donne une valeur à u0, et ça donne toute la série, et ça permet de voir comment se comporte la série. Et donc, comment est-ce qu'on voit comment se comporte une série une fois qu'on s'est donné une règle de relation entre les un, entre eux, et puis des valeurs, une valeur initiale, ou plusieurs s'il y a besoin, comme on verra par la suite. On va d'abord construire les sommes partielles, donc S petit m, que j'ai fait démarrer à 1 et pas à 0, c'est un des petits bugs que j'ai pas corrigé, je suis désolé. S petit m qui est une somme partielle, c'est-à-dire qu'elle s'arrête à une valeur petit m, somme de n égale 1 ou 0 jusqu'à m, DUN, on appelle ça une somme partielle. C'est la série qui est là, mais qui est tronquée à un indice m. Et donc, s'il existe un nombre S, tel que, quand m tend vers l'infini, les sommes partielles ont pour valeur S, donc la limite pour m qui tend vers l'infini de ces sommes partielles, c'est S, on dit que la série ici converge vers S. S'il n'existe pas une limite unique pour cette limite, on dit que la série soit diverge si ça tend vers l'infini, ou quel que soit plus ou moins l'infini, ou qu'elle oscille, elle peut osciller entre deux valeurs, par exemple, 0, moins 1, des choses comme ça. Voilà, donc c'est les trois comportements possibles pour les séries, converger, diverger ou osciller. Alors, le cas où ça oscille peut être important, parce qu'on peut faire des majorations quand on fait des calculs de limite ou des choses comme ça, donc bref, mais bon, c'est pas le propos du jour, donc j'insiste pas. Il faut bien distinguer les trois, quoi. Ensuite, point de vocabulaire, mais aussi parce que ça correspond à des propriétés différentes. Si la somme des valeurs absolues des un converge, on dit que la série est absolument convergente. Si la somme des un converge, mais que la somme des valeurs absolues de un ne converge pas, donc elle ne converge pas absolument, on dit que la série est semi-convergente. Les séries absolument convergentes sont plus sympas en général que les séries semi-convergentes. On va se donner deux critères de convergence. En fait, le seul vraiment important pour aujourd'hui, c'est le premier, qui va nous servir tout le temps, et le deuxième je l'ai mis pour la morale. Il en existe beaucoup d'autres qui sont importants quand ces critères de convergence qu'on va voir là marchent pas, on peut en essayer d'autres pour voir si ils ont le bon goût de fonctionner. J'aurais pu vous en mettre qu'un, c'est celui-là, le critère de D'Alembert ou la règle de D'Alembert. Donc si on considère une série de nombres, si quand on considère leur rapport, un plus 1 sur un en valeur absolue, si quand on prend la limite du rapport de n plus 1 sur n en valeur absolue quand n tend vers l'infini, et que cette limite existe, c'est-à-dire que cette limite n'est pas égale à l'infini, si cette limite est égale à l'infini, alors la série diverge forcément, mais si cette limite existe, alors la série va converger absolument si, et ça s'appelle grand L, cette série va converger absolument si grand L est inférieur à 1, strictement,
elle va diverger si L est strictement supérieure à 1, et le critère ne sera pas concluant si L est égal à 1. Il faut utiliser un autre critère pour déterminer la convergence ou pas de la série. Deuxième règle que je vous propose, un peu inutilement. Vous sentez mon enthousiasme du coup, mais bref, c'est la règle de Cauchy. La règle de Cauchy, elle nous dit que si la limite pour n qui tend vers l'infini de la nème racine de valeur absolue de un est égale à L, et que L existe, donc n'est pas l'infini, auquel cas si c'est l'infini ça diverge, et si c'est égal à un certain nombre L, alors, même résultat en fait que pour d'Alembert, si elle est inférieure à 1, la série converge, absolument. Si elle est plus grand que 1 strictement, la série diverge, et si elle est égale à 1, le critère de Cauchy n'est pas concluant à nouveau. Il faudra aller voir d'autres critères par la suite. Ok, bon, c'est celui-là qu'on va retenir particulièrement aujourd'hui, donc notez-le dans un coin si vous n'êtes pas familier, parce qu'on va le ressortir après. Ok, et maintenant, ici on avait des nombres, un simplement, qui dépendaient les uns des autres, mais qu'on faisait converger, qu'on sommait à l'infini. Maintenant, ces nombres, on peut les faire dépendre de x, et du coup ça devient une suite de fonctions. C'est-à-dire que pour une certaine valeur de x, on a une certaine série de nombres un, et donc on peut définir des suites de fonctions sur des intervalles de définition de ces fonctions un, par exemple sur un intervalle AB. Et donc on va retrouver des propriétés qui découlent de ce qu'on vient de voir en fait. Ce qu'on va dire, c'est que une suite de fonctions un de x converge vers une fonction grand f de x en fait sur a et b si, quel que soit le epsilon positif mais aussi proche de 0 qu'on veut, par exemple 10-5, 10-10, 10-12, d'accord, et quel que soit x appartenant à notre intervalle de définition AB, il existe un nombre grand N positif, c'est un nombre entier, tel que la différence entre le nème terme de notre suite, donc le nème membre de cette suite de fonctions, et grand F, donc cet écart entre les deux, est inférieur à ce epsilon, quels que soient les petits n ultérieurs, plus grands que le grand N ici. Alors, pour le dire un peu avec les mains, donc ça c'est la façon un peu formelle de dire les choses, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut se fixer un seuil de proximité aussi petit qu'on veut entre un terme de la suite de fonctions et la fonction vers laquelle ça converge. Par exemple, on veut un écart à 10-10, eh bien j'en sais rien, moi il faudra mettre 100 termes au moins dans la série, mais à partir de 100 termes, si on en met 101, 102, 103, 104, on sera toujours mieux que la précision en question. D'accord. Donc il existe un seuil grand N tel que ça vous garantisse que vous ayez un écart entre la série et la fonction qui soit plus petit que ce seuil, epsilon qu'on s'est donné à l'avance, mettons. Si ce grand N dépend de epsilon mais pas de x, on appelle ça la convergence uniforme, c'est-à-dire que sur tout l'intervalle, tout converge entre guillemets à peu près à la même vitesse. On garantit la vitesse de convergence sur tout l'intervalle de définition AB. Alors ça, si vous vous rappelez bien sur les séries de Fourier, on a vu des cas de convergence uniforme. On avait convergence uniforme quand on prenait la série de Fourier d'une fonction continue. En revanche, dès qu'on avait un saut, on perdait la convergence uniforme et on voyait apparaître le phénomène de Gibbs au niveau des discontinuités. Et donc, on voyait que ça convergeait bien loin de la discontinuité, mais près de la discontinuité, il fallait rajouter beaucoup de termes avant d'avoir un truc qui commence à converger gentiment. Et on sait qu'à l'infini, ça convergeait, mais que tant qu'on tronquait notre série de Fourier avant l'infini, donc forcément, en fait, on avait forcément de la divergence. Enfin, on n'avait pas une convergence uniforme, pardon. Et on se retrouvait avec des points qui avaient toujours un écart fini de 9% à peu près de la discontinuité. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de convergence uniforme, et qui est important dans la vraie vie. Donc maintenant, quand on a défini une suite de fonctions, on va pouvoir définir les séries de fonctions. On en a déjà manipulé des séries de fonctions. Typiquement, c'est les séries de Fourier qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc en soi, le concept n'est pas nouveau même dans ce cours, mais on va juste formaliser un peu plus les choses. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que une série de fonctions, c'est une somme, mettons, de n égale 1 à l'infini de un de x, et on peut définir, comme on l'a fait pour les séries tout court, les sommes partielles, c'est série de fonctions. Alors ça pourrait être un s petit m formellement, pour avoir ici quelque chose de plus propre, qui serait somme de n égale 1 à petit m, du n de x. Mais comme après on va travailler là-dessus, et que j'aime pas manipuler l'indice m, j'ai fait ce changement de notation. Ce n là, c'est pas ce n là du tout, c'est ce nombre là, en fait. Donc c'est moche. Bref, pardon. Donc les sommes partielles, mettons s petit m temporairement à l'oral, c'est somme de n égale 1 à petit m des un de x. Voilà, exactement comme on l'a fait pour les un tout court tout à l'heure. Et donc on va dire que la somme des un de x converge vers une fonction s de x,
si, en fait, comme on l'a vu ici, si quel que soit epsilon supérieur à 0, mais aussi petit qu'on veut, et quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, il existe un nombre naturel grand N, tel que l'écart entre Sn de x et S de x est inférieur à epsilon pour tous les petits n supérieurs à grand N. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dès que, c'est la même chose que là, mais je vais le répéter au cas où c'est pas été clair la première fois, peut-être que je vais le dire un peu différemment, il sera plus clair, mais on se donne un nombre grand N, dès lors que on prend des petits n qui sont plus grands que ces grands n, on garantit que la précision sera meilleure que l'epsilon qu'on s'est fixé a priori. Mettons qu'on met 10-5, auquel il correspond un grand N au point X qu'on considère, mettons, parce qu'on n'a pas de convergence uniforme, que le grand N soit 10 000. Si vous prenez petit n à 10 001, 10 002, 10 003, l'écart Sn de x moins S de x sera inférieur à ce epsilon, pour tous les petits n suivants. Donc, passé un certain seuil, on a une précision garantie, en quelque sorte. Et à nouveau, si grand N est indépendant de x, on dit que la série converge uniformément vers S de x. Voilà. Alors, et c'est là que c'est sympa de voir un peu les propriétés des séries qui sont uniformément convergentes. Ce qu'on a d'abord, c'est que si les un de x sont continus, alors la fonction S de x vers lesquelles elles convergent est continue également. Et donc ça, on se rappelle, les séries de Fourier, c'est ce que je viens de dire, au niveau des sauts, c'est-à-dire au niveau des discontinuités, on n'avait pas convergence uniforme. Effectivement, quand une série converge uniformément, elle ne peut pas converger vers une fonction discontinue. Et donc ça se renverse. Si les un de x sont continus, alors S de x est continu. Si la série converge uniformément. Si elle ne converge pas uniformément, elle peut converger vers quelque chose de discontinu. Mais du coup, ça met du bazar dans la convergence à différents points du domaine de définition. Il y a des points qui convergent plus vite que d'autres. Au niveau des propriétés pour l'intégration, et donc on est toujours pour les séries uniformément convergentes, si les un de x sont bien continus sur l'intervalle AB, et que la somme des un de x converge uniformément vers grand S de x, alors on peut intervertir, alors ici c'est grand S de x, c'est pas petit s de x, on peut intervertir le signe somme et le signe d'intégration. Donc ça, c'est les règles qui sont un peu importantes à avoir en tête quand on a besoin de faire ce genre d'opération. On a le droit d'intervertir donc ici, grand S de x est en fait égal à somme de n égale 1 à l'infini des un de x, puisque cette série converge vers le grand S de x. Et on a le droit d'intervertir les deux et dire que l'intégrale de a à b de grand S de x dx est égale à la somme de n égale 1 à l'infini de l'intégrale de a à b des un de x dx. Et on a le droit d'intervertir la somme et l'intégration si la convergence de la série est uniforme. Autrement, on n'a pas le droit. Ensuite, pour ce qui est de la dérivation, donc si les un de x et un' de x sont continus sur a et b, et si la somme des un de x converge vers S de x, et que la somme des un' de x converge uniformément sur ce même domaine AB, alors, dans ce cas-là, S' de x est égal à la somme de n égale à 1 infini des u'n de x. Voilà. C'est les règles pour la dérivation. Maintenant, on va voir une catégorie particulière de séries de fonctions qui sont les séries entières. Les séries entières, c'est des séries pour lesquelles les fonctions un de x qu'on vient de discuter jusqu'à maintenant ont la forme à n x puissance n. Donc c'est des formes de monômes. On fait des sommes de monômes, et donc alors généralement là ça démarre à 0, somme de n égale à 0 à l'infini des an xn, et donc c'est égal à a0 plus a1x plus a2x puissance 2 plus a3x puissance 3 plus etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle des séries entières. En général, les séries entières vont converger pour valeur absolue de x inférieure à r et diverger pour valeur absolue de x supérieure à r. R, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence de la série entière. Et leur comportement est à étudier au cas par cas. Pour la valeur absolue de x égale à r, une série peut converger en moins r et diverger en plus r, ou réciproquement. D'accord. Alors on voit que cette série convergera toujours pour x égale à 0, elle convergera vers a0 tout simplement. Donc une série entière converge uniformément et absolument dans tout intervalle contenu dans l'intervalle de convergence. Donc elles ont des propriétés très sympathiques qu'on vient de voir à l'instant pour les séries dont la convergence est uniforme. C'est-à-dire qu'on peut intégrer gentiment et dériver gentiment les choses grâce à ce genre de propriétés. Par ailleurs, si f est défini par une série entière,
non pas qu'on a pris une fonction f et qu'on a trouvé la série entière correspondante, on va y revenir tout de suite, ce système-là, ce qu'on appelle les séries Taylor, mais si f est directement défini par une série entière, sur un intervalle i, alors sa dérivée f' est définie sur i par la série entière obtenue en différenciant chaque terme. Donc j'obtiens par un procédé magique qu'on va discuter bientôt, en résolvant typiquement des équations différentielles, on obtient une série qui définit ma fonction. J'ai le droit, pour trouver la dérivée de cette fonction, de prendre la dérivée de la série. Ça marche. J'ai le droit de le faire. Voilà. Donc ça, c'est les séries entières qui ont donc ces propriétés très sympathiques qui vont être utiles par la suite abondamment. Alors prenons un premier exemple, pour le coup il serait temps un petit peu d'appliquer un peu pas mal des éléments qu'on vient de voir ensemble. On va raisonner sur un intervalle de convergence. Sur plusieurs situations, on verra les intervalles de convergence. Donc si on prend la série définie par 1 plus 1 factoriel x, plus 2 factoriel x carré, plus etc., plus n factoriel xn, plus etc. à l'infini. Donc ça c'est notre série entière, avec les coefficients qu'on voit là. D'accord. On va calculer son intervalle de convergence. On avait vu pour des sommes de un, l'intervalle de convergence nous était donné par la règle de D'Alembert. Donc valeur absolue des un plus 1 sur un. Okay, donc ici, un plus 1 sur un, un plus 1, ça va être n plus 1 factoriel fois x puissance n plus 1, divisé par un, c'est n factoriel sur x puissance n. Donc on résout cette équation, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne n plus 1 factoriel sur n factoriel, ça fait n plus 1, et x puissance n plus 1 sur x puissance n, ça fait x. Ok, donc ce terme-là, quand on le calcule, est égal à n plus 1 fois x. Et maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur absolue de x, si vous faites tendre n vers l'infini, ça tendra vers l'infini. Donc pour quel que soit x différent de 0, n plus 1 de x va tendre vers l'infini quand n tend vers l'infini. Je peux prendre x égale à 10-4, si vous multipliez par un nombre entier arbitrairement grand, ça va tendre vers l'infini, quoi qu'il arrive. Donc ce terme-là diverge, et donc la série ne converge pas. La limite de un plus 1 sur un quand n tend vers l'infini est égale à l'infini, donc il n'y a pas de convergence de la série, autre que pour x égale à 0. Le rayon de convergence est donc nul. Il est juste égal à x égale 0. Si on considère maintenant une série qui s'écrive 1 plus x carré sur 2 plus etc. plus x puissance n sur n plus etc. Et qu'on fait le même bins. Hein. Donc ce qu'on étudie cette fois-ci, c'est la limite de un plus 1 sur un quand n tend vers l'infini. Ce qu'on voit, c'est que ça va être égal, alors je remplace un plus 1 par sa valeur. Donc cette fois-ci, un plus 1 est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1. Je ne sais pas pourquoi là n plus 1 est passé en haut là. Il y a du copier-coller un peu malheureux, je pense. Oui, ça sent le copier-coller à l'arrache de l'expression d'au-dessus où j'ai enlevé juste les factoriels, mais c'est pas tout à fait cette forme-là, donc, pardon. Donc la limite de un plus 1 sur un, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok. Donc on a le n plus 1 qui est en bas, et le n qui est en haut, parce que divisé par x puissance n sur n, ça fait passer le n en haut, et le x puissance n en bas. Donc ça, quand n tend vers l'infini, n plus 1 sur n, ça tend vers 1. Et x puissance n plus 1 sur x puissance n, ça vaut x. D'accord. Donc la limite pour n qui tend vers l'infini de ce terme-là, c'est valeur absolue de x. Et maintenant, on se rappelle, ce que nous disait le critère, c'est que quand la limite ici tend vers une valeur inférieure, est une valeur inférieure à 1 strictement, ça converge. Si c'est une valeur strictement supérieure à 1, ça diverge. Donc, comme cette limite est égale à x, si x est plus petit que 1, la série va converger. Si x est plus grand que 1, la série va diverger. D'accord. Donc le rayon de convergence ici, c'est 1. C'est-à-dire que tant que la valeur absolue de x est inférieure à 1 strictement, la série converge. Si x est supérieur à 1, la série diverge, et on n'étudie pas spécialement le cas ici de x égale à 1. On peut le faire à l'arrache. Non, ça me fatigue. Je suis trop fatigué aujourd'hui, j'arrive plus à faire les choses. Pardon. Et donc voilà. Je ne vais pas étudier de... donc je l'ai fait dans un coin, mais alors la série alternée, elle converge, mais la série pas alternée. Donc alternée, parce que elle passe de positif à négatif, et il y a des critères de convergence très cool pour ça. Ça converge beaucoup plus facilement que les autres. Pour les 1, ça diverge. En plus, c'est un cas trivial, mais voilà. Comme d'habitude, j'ai pas préparé ça, je suis pas en forme. Je vais pas y arriver. C'est pas grave. On a, j'espère, bien compris comment trouver notre rayon de convergence. Et déjà la convergence et ensuite le rayon de convergence. Et maintenant un dernier exemple pour lequel on va avoir un rayon de convergence infini, c'est la série 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus etc. plus moins 1 puissance n moins 1 x puissance
2n-2 sur 2n-2 factoriel. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en 2n-2, j'aurais pu le prendre en 2n directement. Mais bon, c'est pas grave, ça marche. A priori, j'espère, en n égale à 1, ça fait 0 en n égale à 1, donc c'est ce terme-là. En n égale à 2, ça fait 2 fois 2, 4, moins 2, donc ça fait bien ce terme-là. 2 moins 1, ça fait 1, moins 1, ça fait bien le moins qui est là. Ok, ça marche. Donc ça c'est bien le bon terme général, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et donc la limite pour n qui tend vers l'infini des un plus 1 sur un, c'est égal à quoi? Un plus 1 ici, ouais c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Okay. Un plus 1, c'est pas grand intérêt, mais... Donc un plus 1 ça fait moins 1 puissance... en fait on s'en fout pardon des moins 1 parce qu'on a valeur absolue, donc le signe disparaît, on s'en moque. Donc pour n plus 1 ici ça fait x puissance 2n sur 2n factoriel, d'accord. Et le terme un, il est de la forme x puissance 2n-2 sur 2n-2 factoriel, donc le x puissance 2n-2 passe au dénominateur, 2n-2 factoriel monte, puisque ce terme là est au dénominateur ici. Et maintenant on voit un peu tout ce qui va biffer. On voit que le x puissance 2n sur x puissance 2n-2 ça fait x carré qui se retrouve en haut ici. Et au dénominateur, on se retrouve... attendez, est-ce que c'est logique? Ah non, j'ai à nouveau inversé les trucs. Hein. Je suis fatigant, là. Ah non, c'est un 2n-2, ça. Donc c'est bon. Non, j'ai pas inversé. C'est pénible, les séries. Je peux les faire sur le papier, mais alors, je déteste ça. Bref, c'est pas grave. Donc 2n-2 factoriel et 2n factoriel, quand on divise dans ce sens-là, hein, on se retrouve avec 2n, 2n-1 en bas. Et à partir de 2n-2, tout a disparu et c'est simplifié avec le haut. Donc, on a une valeur de la limite qui est limite pour n qui tend vers l'infini de x carré sur 2n, 2n-1. Et maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel nombre x fini. Si vous faites tendre ce terme-là, qui est moralement 4n carré, avec n qui tend vers l'infini, ça fera toujours 0, en fait. Quelle que soit la valeur de x utilisée ici, vous arriverez toujours à trouver un dénominateur de plus en plus grand, et ce terme-là va tendre vers 0. D'accord, donc ça tend vers 0 quel que soit x, ça veut dire que quel que soit x, la série converge. Et donc l'intervalle de convergence, pour cette série-là, c'est bien R. Son rayon de convergence, c'est tout l'ensemble des réels. Voilà, donc on a vu 3 exemples hein, sur les intervalles de convergence. J'espère que c'était pas trop pénible, je suis désolé, je sens que ce cours va être très pénible. J'espère que je suis à peu près clair quand même. Donc maintenant, on va voir la dernière étape pour nous, et après on va pouvoir enfin arriver à nos équodifs. Le développement des fonctions en série entières, ce qu'on appelle les séries de Taylor. Donc, si f et ses dérivées successives existent, on peut construire une série de Taylor associée à une fonction f de x, d'accord, qui prend la forme, alors si on prend la série de Taylor en un point x0, cette fonction va être représentée par f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0, plus f seconde de x0 sur factoriel 2 fois x moins x0 carré, plus etc., plus la dérivée n de f en x0 sur factoriel n, fois x moins x0 à la puissance n, plus un terme Rn ici. Donc ça, c'est la série de Taylor. Alors il y a plusieurs façons de construire la série de Taylor, vous pouvez aller voir, hein, j'ai fait un petit cours hein, sur les séries de Taylor pour le coup, et vous pouvez en trouver facilement, c'est ultra classique, c'est hyper important pour tellement de choses que je ne vais pas en faire la liste ici. Mais je voulais juste faire le rappel sur la série de Taylor au cas où vous n'ayez pas été exposé avant. Et donc vous voyez que si on se donne une fonction f qu'on connaît, on peut écrire sa série de Taylor, a priori sans problème, pourvu qu'elle ait les bonnes propriétés. Donc le Rn ici, c'est ce qu'on appelle le reste de Lagrange ou le reste de Cauchy, il peut s'écrire de ces deux façons-là, où zeta est un nombre compris entre x et x0. Et donc f... le reste Rn, pardon, sous sa forme de Lagrange, c'est la dérivée n plus unième de f en ce nombre zeta, compris entre x et x0, sur factoriel n plus 1, fois x moins x0 à la puissance n plus 1. Et l'autre forme, la forme de Cauchy, c'est la même chose ici, hein, avec un factoriel n à la place, une puissance n, mais c'est x moins zeta à la puissance n, fois x moins x0. Je ne sais pas si c'est zeta ou xi, je ne me rappelle jamais de mon grec. Bref. Peut-être plutôt un xi, ça. Oui, c'est un xi, ça. Et donc ça s'appelle la forme de Cauchy. Ok. Si quel que soit x et quel que soit zeta dans l'intervalle de définition AB, la limite de ce reste quand n tend vers l'infini est égale à 0, dans ce cas-là, la série de Taylor converge vers la fonction f de x. Et la somme, donc la série infinie de Taylor. Et dans ce cas-là, f de x est égale à la somme de n égale 0 à l'infini de la dérivée n de f en x0 sur factoriel n fois x moins x0 à la puissance n.
Okay. Donc voilà, donc ça c'est important d'avoir en tête que c'est pas parce qu'on peut écrire une série de Taylor qu'elle converge forcément vers sa fonction. Il faut qu'on ait ces propriétés-là qui soient vérifiées pour que ce soit le cas. Après, il y a tellement de séries classiques qui sont ultra connues et valides, on va pas s'amuser. Enfin, c'est intéressant d'aller voir comment on démonte tout ça, mais de façon générale, c'est des vieilles maths, si je puis dire, qui sont bien connues. On va pas réinventer la série de Taylor de la fonction exponentielle ou de la cosinus. Enfin, on les travaille quand on travaille des séries, mais une fois qu'on a compris ça, on s'en sert, quoi. Ça servira aujourd'hui d'ailleurs. Donc si une fonction f vaut la somme de sa série entière en x0, alors ça c'est hyper important pour aujourd'hui. Si effectivement une fonction f peut s'écrire sous la forme d'une série de Taylor, on dit qu'elle est analytique en ce point x0. D'accord. Alors ça va être crucial pour aujourd'hui, donc il faut bien se rappeler de cette définition-là. Si une fonction f peut être mise sous forme d'une série de Taylor et sa série de Taylor converge vers la fonction, dans ce cas-là on dit que la fonction est analytique en x0, le point où on développe la série de Taylor. Et si f est analytique dans tous les points d'un intervalle, on dit qu'elle est analytique sur un intervalle. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être analytique dans un point x0 donné. Ok, ça y est, on est armé des éléments pour... enfin, on a fait les rappels qui me paraissaient essentiels pour bien situer le débat, disons, sur les séries. Mais donc maintenant, on est armé, équipé pour regarder la résolution des équations différentielles linéaires par la méthode des séries. J'ai peut-être fait un peu trop de rappels, je sais pas. Bon bref, vous me direz. J'espère que c'était clair surtout. Ces méthodes de résolution par série sont adaptées notamment aux équations différentielles ordinaires et des coefficients non constants. Donc ici, la dérivée énième de y plus une fonction f n-1 multipliant une fonction, la dérivée énième n-1 pardon, de y, je vais y arriver, plus etc. Plus f1 de x, y', plus f0 de x fois y égale q de x. D'accord. Donc la méthode de résolution des EDO, une méthode très efficace de résolution des EDO, c'est la méthode des séries, notamment pour les EDO linéaires. La propriété qu'on a, c'est que si toutes les fonctions f ici et q sont analytiques en x égale x0, et pour un certain rayon de convergence, pour x moins x0 inférieur à r, alors il va y avoir une seule solution y de x analytique qui va satisfaire les conditions initiales. Alors ça on ne le démontre pas, on l'admet, que si toutes ces fonctions-là ont le bon goût d'être analytiques en x0, et dans ce cas-là on peut résoudre dans tout un intervalle, dans tout un rayon de convergence, autour de ce point x0, tel que on est vous voyez que le x0 qui nous intéresse, c'est le x0 pour lequel on donne les conditions initiales. Donc si on vous donne en 0, ça veut dire que le x0 ici sera égal à 0, et que notre domaine de validité de la série qu'on va en déduire comme étant solution de cet écodif, ce sera tous les valeurs absolues de x inférieures à r. Si on a les conditions initiales qui sont données en x0 égale à 1, dans ce cas-là, la série qu'on va en trouver sera valide pour valeur absolue de x-1 inférieure à r, quelle que soit par ailleurs la valeur de r, on verra ça par la suite. Voilà. Donc, on peut, si toutes ces fonctions-là ont le bon goût de bien se comporter, donc qu'elles soient analytiques en x0 ou x0 est le domaine, le point pour lequel on donne les conditions initiales, on peut résoudre par une méthode de série. Voilà. Alors c'est très important de pouvoir résoudre par des méthodes de série, parce qu'on va le voir par la suite, notamment avec l'équation de Bessel, que on ne peut mettre que sous forme de série la solution, elle n'existe pas sous forme de fonction élémentaire autre que la série correspondante. Donc c'est hyper important, il y a un certain nombre d'équations différentielles, peut-être même une majorité, je sais pas assez matheux pour le dire, mais probablement une majorité, dont les solutions n'existent que sous forme de série. Donc c'est une méthode puissante et cruciale pour pas mal de cas d'importance en physique et chimie. Ok, et en particulier, si toutes les fi et la fonction q de x sont des polynômes, alors dans ce cas-là, toute solution de l'équation différentielle est analytique, quel que soit x. Et dans ce cas-là, alors ça se comporte super bien dans les domaines de convergence qui vont bien. On va voir après. Et c'est aussi adapter cette méthode à certaines équations différentielles non linéaires et à des systèmes d'équations différentielles, mais on ne va pas du tout en discuter ici. Le propos, c'est de nous préparer à la résolution des équations dérivées partielles. C'est pas d'étudier les méthodes de résolution dans leur plus grande généralité. D'accord, mais si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, vous pouvez facilement trouver des cours là-dessus. C'est hyper intéressant. C'est marrant de traiter pour un peu les équations différentielles non linéaires. C'est quand même marrant. Et puis les systèmes aussi, ils ont des propriétés sympas. Voilà. Néanmoins, le cours que j'ai fait sur les systèmes d'équations différentielles ne traite pas du tout des méthodes par série.
Donc vous ne trouverez pas ça au jour d'aujourd'hui dans les cours qu'on a eu ensemble. Peut-être à l'avenir. Bref, maintenant on va prendre un exemple, enfin, d'équation différentielle qu'on va résoudre par la méthode des séries. Donc on se donne cette fonction-là, cette équation différentielle-là, y seconde moins x plus 1 fois y prime plus x carré y égale x, d'accord? C'est ça qu'on veut résoudre avec les conditions initiales qui sont y de 0 égale 1, y prime de 0 égale 1. Ok. Donc il faut d'abord qu'on étudie si les fonctions qui sont là sont analytiques. Alors là, c'est clair que oui, hein, x plus 1, bah, c'est analytique, quel que soit x, x carré, ça l'est aussi, x, ça l'est également, et a fortiori 1 ici, ça l'est également, mais attention, il faut bien qu'on regarde, quand on a dit quelle fonction devait être analytique, c'est celle pour lesquelles la dérivée de plus haut degré avait un coefficient 1, ça c'est hyper important pour la suite. Donc là, on a bien un coefficient 1, donc on peut bien regarder l'analyticité des coefficients des y' et du second membre, et on voit que tout est analytique, il n'y a pas de problème. C'est défini quel que soit x, hein, tout ça, donc il n'y a vraiment pas de souci, et c'est directement sous forme de série, donc on ne se pose même pas de question. Y de x, dans ce cas-là, bah, on va la résoudre par une méthode de série, donc on fait l'hypothèse que y de x s'écrit a0 plus a1x plus a2x2 plus a3x3 plus a4x4 plus etc. D'accord? Et le but, quand on veut résoudre maintenant, bah, c'est de trouver les valeurs de a0, a1, a2, etc. On connaît y de x, on l'a défini par une série, donc on peut la dériver. D'accord? Et donc sa dérivée, bah, c'est cette série-là. La dérivée de A0, bah, c'est 0. La dérivée de A1x, c'est 1. La dérivée de A2x2, c'est 2A2x. La dérivée de A3x3, c'est 3A3x carré. La dérivée de A4 fois x puissance 4, bah, c'est 4A4 fois x puissance 3, plus, etc. La dérivée, donc on va s'en servir, on va l'introduire par substitution ici. On a besoin aussi de la dérivée seconde pour résoudre cette équatif. Donc on prend la dérivée seconde en prenant la dérivée de cette fonction-là. A1, quand on le dérive, bah, ça fait 0. 2A2, x dérivée, ça donne 2A2. 3A3 fois x carré, ça te fait 3 fois 2, 6A3 fois x, quand on dérive ce terme-là. Et 4 fois A4 fois x puissance 3, quand on dérive, ça fait 3 fois 4, 12 fois A4 fois x puissance 2, plus, etc. Ok. Ici, juste, je ne l'ai pas écrit, mais pour l'avoir en tête, hein, ça fait AN x puissance n, le terme nème, qui se dérive en n à n x puissance n moins 1, qui se dérive en n-1 à n x puissance n-2. J'aurais un peu dû les écrire parce que c'est le genre de formalisme dont on aura besoin par la suite. Je l'ai fait à l'oral, mais là je crois que j'ai pas calculé le nème terme, donc je me suis simplifié la life. Bref, c'est pas grave. Et maintenant on substitue. Donc on va remplacer y seconde par son expression, qui est 2a2 plus 6a3x plus 12a4x2, hop, dans sa parenthèse ici, moins x plus 1 facteur de y', donc on prend l'expression d'y', c'est a1, plus 2a2x, plus 3a3x2, plus 4a4x3, plus, etc. Plus x carré fois y, donc x carré facteur de a0, plus 1x, plus a2x2, plus, etc. Et tout ça doit être égal à x. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ces deux expressions-là, et on va regrouper les x par leur puissance. D'accord? Et on va faire passer le x de l'autre côté. Ok. Donc le x qui passe de l'autre côté, ça fait que ça fait toute cette expression-là moins x égale à 0, donc maintenant on est égal à 0. Et on regroupe les termes par puissance de x. Donc là, le 2a2, c'est un terme constant. Le a1, ici, ça va faire 2a2. Alors attendez, est-ce que je m'y retrouve bien là? Pourquoi j'ai plus de a0? Oui, parce qu'il y a le x carré qui multiplie à 0, pardon. Je la résous en même temps, alors du coup, je cherche mes petits. Hein. Donc ici, on regarde bien. Le 2a2, il est tout seul comme un grand, d'accord? Donc on le prend, on le met à part. Ici, on voit qu'on a... Ah oui, alors attendez, parce que là, il y a un moins... Ah oui, d'accord, il y a une erreur ici, c'est pas x moins 1, c'est x plus 1. D'accord, j'ai fait un... j'ai cacaillouté, là. Donc ici, c'est bien x plus 1, ok? Donc on a bien 2a2 moins 1 fois a1, d'accord? C'est pas moins 1, c'est moins plus 1, d'accord? Donc ça fait 2a2 moins 1, moins a1, pardon, ok? Et c'est les deux seuls termes qui ne sont pas multipliés par un x quelque chose dans la suite. Ok, donc on les met ensemble et c'est tout. Plus, maintenant on va prendre tout ce qui est multiplié par x uniquement. Donc on a ici, on a 6a3 qui est multiplié par x, ok, moins x fois a1, donc ça fait donc moins a1 ici, moins plus 1 fois 2a2x, donc moins 2a2, ok, c'est ce terme-là, et on a fait passer moins x de l'autre côté, donc ça fait moins 1. Voilà.
Et c'est tout. Dans cette série-là, il n'y a pas encore de x, puisque on multiplie d'abord par x carré, donc le terme de plus petit degré, c'est un x carré ici. Donc après, on va créer tous les coefficients qui sont regroupés en x carré. Ok, donc c'est parti. Ici, on a 12 à 4. D'accord. Dans cette série-là, on a x fois 2 à 2x qui fait 2 à 2x2. D'accord, avec un moins devant, donc ça fait moins 2 à 2. Okay. On a moins 1 fois 3 à 3x carré, donc moins 3 à 3. Okay, qui arrive là. Et dans cette série-là, le terme en x carré, ben, c'est a0. Donc plus a0 fois x carré, plus, etc. Le terme en x3, le terme en x4, etc. Ok, donc maintenant on a regroupé par puissance. Et donc on veut que cet ensemble de valeurs soit égal à 0, quel que soit x, dans le domaine de convergence implicitement. Donc pour que ce soit vrai, quel que soit x, ben, il faut que les coefficients soient égaux à 0. Il n'y a pas moyen de faire autrement là pour le coup. Et donc il faut que 2 à 2 moins A1 soit égal à 0. Il faut que 6 à 3 moins 2 à 2 moins A1 moins 1 soit égal à 0. Il faut que 12 à 4 moins 3 à 3 moins 2 à 2 plus A0 soit égal à 0, etc. etc. Donc 2 à 2 moins A1 égale à 0. Ça veut dire que A2 doit être égal à A1 sur 2. Alors généralement on donne le n plus unième en fonction du n, ou le n en fonction du n moins unième, parce qu'on va voir que c'est comme ça qu'on remonte les choses. Ensuite, on prend la deuxième série ici, ça nous fait 6 à 3, moins 2 à 2, moins A1, moins 1 égale à 0. Ça veut dire qu'on doit avoir A3 qui doit être égal à 2 à 2 plus A1 plus 1 sur 6. Ok, alors ça se retrouve facilement, hein, on fait passer ces trois termes-là de l'autre côté. Hein. Ça devient donc 1 plus A1 plus 2 à 2, ou 2 à 2 plus A1 plus 1, et puis le terme 6, on le divise hein, pour avoir A3. Rien de mystérieux, et pareil, on prend cette expression-là, ça nous fait 12 à 4, moins 3 à 3, moins 2 à 2, plus A0 qui doit être égal à 0. Ça veut dire, si on fait passer tous ces termes-là de l'autre côté, ça nous fait bien 3 à 3, plus 2 à 2, moins A0, sur 12 qui est égal à 4. Parce que le 12 vient de là. Ok, voilà. Et maintenant, il faut qu'on détermine à partir des conditions initiales les valeurs des termes. Alors, y de 0, on vient dans son expression, y de 0, c'est égal à, tous les termes ici s'annulent, il n'y a que A0. Y de 0 est donc égal à 0, qui est donc égal à 1. C'est comme ça qu'on a sa valeur, c'est à partir de la condition initiale. De la même façon, y' de 0 qui est égal à 1, ben, y' de 0, si on prend son expression, tous les termes en x valent 0, tout ce qu'on a c'est A1. Donc y' de 0 qui est égal à A1 qui est égal à 1. Et maintenant, on peut revenir à nos expressions et réécrire tous les termes à partir de ces deux valeurs-là. Donc on voit que A2 va être égal à A1 sur 2, donc A2 va être égal à 1 sur 2. Okay. A3 va être égal à 2 à 2, c'est-à-dire 2 fois 1 sur 2, j'essaie de faire de tête, c'est toujours un peu dangereux, ça fait 1, plus A1 qui fait 1 également, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, 3 sur 6, ça fait 1 sur 2. Donc A3 va valoir 1,5. 12 à 4 maintenant, ça fait 3,5, plus 2, moins 1, sur 12, voilà, de tête on trouve du 8e, c'est ça, je la refais pas en live, je suis trop fatigué. Donc on obtient, quand on introduit dans les relations, on trouve A2 égale 1,5, A3 égale 1,5, A4 égale 1/8. Et donc on obtient que y de x est de la forme 1, donc ça c'est A0, plus A1x, A1 valait 1, donc plus x, plus A2x carré, donc plus 1,5 fois x carré, donc plus x carré sur 2, plus A3 fois x3, c'est-à-dire plus x3 sur 2, plus A4 fois x puissance 4, c'est-à-dire x4 sur 8, plus, etc. Et cette série est valable dans le domaine de convergence, et comme on n'avait que des séries, son domaine de convergence c'est voilà. Ok. Donc c'est un premier exemple, hein, où on a traité le cas d'une équation différentielle ordinaire, ça s'est bien passé, on a trouvé notre série, on est content. Prenons un cas qu'on sait traiter par des fonctions bien connues, y seconde plus y, hein, on sait que ça, on prend son polynôme caractéristique, ça fait du r carré plus 1, déterminant négatif, on l'a fait 12 000 fois déjà dans ce cours-là, de toute façon, on sait que les solutions sont en cos et sinus, sont cos x plus sinus x, hein, à modifier, enfin, c'est a cos x plus b sinus x, et il faut regarder à partir des conditions initiales, voir exactement combien va la et b. Mais donc ça, on sait le résoudre a priori, on va le résoudre par méthode des séries et voir si on trouve bien la même chose, ce serait rassurant quand même. Donc à nouveau, on écrit y de x, comme on l'a fait juste avant, hein, a0 plus 1x plus a2x2 plus a3x3, etc. On prend sa dérivée, d'accord, la dérivée de a0 c'est 0, la dérivée de 1x c'est 1, la dérivée de a2x2 c'est 2a2x, la dérivée d'a3x3 c'est 3a3x2, la dérivée d'a4x4 c'est 4a4x3, la dérivée d'a5x5 c'est 5a5x4, plus etc.
Et la dérivée seconde, on en a besoin pour cette équatif, puisqu'elle est d'ordre 2. C'est la dérivée de 2 à 2x, c'est 2 à 2. La dérivée de 3 à 3x, c'est 6 à 3x. La dérivée de 4 à 4, x puissance 3, c'est 3 fois 4, 12 à 4, x puissance 2. 12 à 4, x puissance 2. La dérivée ici, c'est 5 fois 4, c'est-à-dire 20 à 5, x puissance 3, plus, etc. Ok, on a écrit, d'aller un peu plus loin, on va voir qu'on a besoin d'aller un peu plus loin pour ce cas-là. On a écrit nos dérivées successives, et maintenant on peut construire par substitution les choses, et on regroupe par degrés, un peu directement, donc on fait, bah c'est facile, hein, les coefficients sont 1, le deuxième terme c'est 0, tout ça, ça va super bien se passer. Donc y seconde plus y, donc y seconde ça fait 2 à 2 plus a0 plus y, hein. Ça c'est le terme en x, terme constant. Le terme en x ça fait a1 ici, plus 6 à 3 fois x. Le terme en x carré c'est a2 plus 12 à 4, x2. Le terme en x3 c'est a3 plus 20 à 5, x3, plus, etc. Et ça doit être égal à 0. Et donc, comme tout à l'heure, pour que ce machin-là, entre guillemets, soit égal à 0, quel que soit x, il va falloir que tous les coefficients soient nuls. Puisque, sinon, pour des valeurs de x qui vont bien, on va se retrouver avec un truc non nul quelque part. Forcément même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première relation ici nous donne que A2 doit être égal à moins A0 sur 2. Okay. Ou on va l'écrire, on va voir tout de suite après pourquoi, moins A0 sur factoriel 2. Factoriel 2 et 2, c'est pareil. A3 doit être égal à quoi? Il doit être égal à moins A1 sur 6. 6, c'est factoriel 3. Donc A3 doit être égal à moins A1 sur factoriel 3. A4, on l'a à partir d'ici. On voit que A4 va être égal à moins A2 sur 12. Okay. Et 12, A2 on l'avait écrit comme étant égal à moins A0 sur factoriel 2. Moins par moins ça va faire plus. A0 sur factoriel 2 sur 12 ça fait A0 sur 24. Et 24 c'est factoriel 4. Donc ça fait A0 sur factoriel 4. A5 de la même façon. À partir de là on voit que c'est moins A3 sur 20. Et A3 on avait dit que c'était égal à moins A1 sur factoriel 3. Factoriel 3 ça fait 6. 6 fois 20 ça fait 120. 120 c'est factoriel 5. Donc A5 c'est A1 sur factoriel 5. Okay. Et on peut le faire avec les n et les n plus 1, ou n plus 2, suivant comment ça se passe d'ailleurs. Enfin, je vous laisse y réfléchir, ça vaut le coup là. Et voir qu'en fait on se retrouve avec des termes qui sont ceux de la série de Taylor en fait, de cosinus et de sinus. Enfin bon, on va y venir tout de suite. Donc on voit se dégager deux séries en fait. Une série qui est fonction de A0, et qui a la forme, pour le premier terme, A0 est facteur de A0, donc ça fait 1, moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, plus, etc. D'accord. Donc tous les termes d'ordre pair ici se regroupent gentiment et ont un A0 comme germe, si je puis dire, comme terme initial, et sont fonction de A0. Tous les termes impairs sont fonction de A1 pour le coup, et ont cette forme-là, A1 facteur de x moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, plus, etc. Et là, si vous êtes familier avec ça, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le vérifier facilement, que je ne vous raconte pas des blagues. Ça, c'est la série Taylor de la fonction cosinus, et ça, c'est la série Taylor de la fonction sinus. Et donc, on a bien quelque chose de logique, on retrouve bien A0 cos x plus A1 sinus x, exactement comme on l'aurait obtenu si on avait résolu avec le polynôme caractéristique, etc., les exponentielles et machin. Donc on trouve bien la même chose, c'est plutôt rassurant. Maintenant néanmoins, on peut trouver le premier terme, A0, qui est égal à y de 0, puisque y de 0 ici on enlève tous les termes, il ne reste que A0, et il est égal à 0. Donc le terme en cosinus disparaît. Et A1 qui est égal à y' de 0, y' de 0 c'est là, et donc y' de 0 c'est égal à A1 directement. Okay, donc A1 est égal directement à y' de 0, et donc est égal à 1. Et donc la solution, au final, c'est juste x, A1 est égal à 1, A0 est égal à 0, c'est juste x moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, plus etc. Donc c'est directement sinus x. Et voilà. On trouve bien ce qu'on aurait trouvé autrement. Ok, donc on a résolu une nouvelle équatif qu'on savait déjà résoudre, et ce qu'on a vu, c'est que notre solution en série converge bien vers la même chose. Alors là, c'est pas très rentable, hein, c'est sûr que c'est une grosse mécanique, on a beaucoup plus vite fait par les polynômes caractéristiques, etc. Mais voilà. Mais c'est une grosse mécanique qui est très utile pour ce qui va suivre en fait. Ok, et maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver, exactement comme on l'a fait jusqu'à maintenant, une solution de cette équation-là. Alors attention, si vous avez vu, il y a une petite entourloupette, mais si vous êtes attentif depuis le début, sinon on va lever le coin du voile après. Donc on va résoudre x2 y seconde plus xy' plus x carré moins 1 carré y égale 0.
Donc c'est parti, on prend y, on l'écrit sous la forme de sa série, on écrit sa dérivée première et sa dérivée seconde, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, donc je ne vais pas répéter pour la troisième, quatrième fois. Et on va les substituer dans l'équation. Et on regroupe par terme de puissance, d'accord. Donc ici, le x carré y seconde fait que la série des y secondes n'aura pas de terme d'ordre 0 ni d'ordre 1, mais le premier terme sera d'ordre 2. Le y' ici, le premier terme sera d'ordre 1, d'accord. Le x carré fois y à nouveau va nous donner que des termes d'ordre 2. Et le 1 quart fois y ici va nous donner un terme d'ordre 0. Donc ce sera moins 1 quart à 0. Okay. Donc pour des termes d'ordre 1, il n'y en aura pas qui viendront de cette série-là. Il y en aura qui viendront de xy', ce sera x fois a1. Donc on se retrouve avec plus a1 ici. Et venant d'ici des termes d'ordre 1, il n'y en a que via le moins 1 quart. Donc ce sera moins 1 quart de a1x. Donc moins a1 sur 4. Donc ici on a x fois moins a1 sur 4 plus a1. Des termes d'ordre 2 maintenant. On en a qui viennent de y seconde, c'est 2a2, d'accord, qui est là. On en a qui viennent de xy', c'est x fois 2a2x, donc plus 2a2 ici. Et d'ordre 2 qui viennent de ce terme-là, on en a 2. On a le moins 1 quart fois a2x2, donc c'est moins a2 sur 4. Et c'est le x carré fois a0, donc c'est plus a0. Donc ce terme-là, il a cette tête-là. Si vous faites la même opération pour le terme d'ordre 3, vous trouvez moins a3 sur 4 plus a1, plus 3a3, plus 6a3, plus les termes d'ordre 4, etc., etc. Et maintenant, on doit dire que ça doit être égal à 0, cette affaire-là. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 1 quart a0 égale 0, ça fait a0 égale à 0. Ici, ça fait a1 moins a1 sur 4, ça fait 3a1 sur 4 égale à 0, ça fait a1 égale à 0. Ici, vous avez a0 qui est égal à 0, donc il disparaît, et vous avez une combinaison de a2 qui doit être égale à 0, donc ça fait a2 égale à 0. Parce que là, la somme ne fait pas 0 des coefficients. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4, moins 1 quart, ça fait 4 fois 2, 8, ça fait 7 quarts, de A0 égale à 0, ça fait A0 égale à 0. Et on voit que, pareil, A1 est égal à 0, on a que des A3 là, qui doivent donc tous être égaux à 0. Donc la somme fait 6 et 3, 9 moins 1 quart, 9 moins 1 quart de A3 égale à 0, ça veut dire A3 égale à 0. Donc on a A0 égale à 0, 1 égale à 0, A2 égale à 0, A3 égale à 0, etc. Tous les coefficients sont nuls. Damned, on ne peut pas trouver, par la méthode des séries comme on l'a vu, une solution de cette équation différentielle. Alors là où je vous ai arnaqué, bien sûr, c'est que ce que je vous avais dit au début, c'est que pour évaluer le fait qu'on puisse résoudre, c'est ce qu'on va voir maintenant en fait. Mais j'avais attiré, il me semble, je ne sais plus où j'en suis, votre attention sur le fait que ce qu'on voulait résoudre, c'était les cas, ce qu'on garantissait, c'est quand on avait un coefficient 1 ici, et que tout ça était analytique. Donc, j'ai pas insisté dessus, j'ai dit ça, j'ai pas signalé que ça c'est analytique, parce qu'effectivement, il aurait fallu d'abord qu'on vérifie l'analyticité de cette situation-là. Donc si on la remet sous la forme, entre guillemets, canonique, c'est-à-dire qu'on met un coefficient 1 devant y seconde, pour faire ça, on doit tout diviser par x carré. Et ça nous fait du x sur x carré, donc ça fait du 1 sur x, et 1 sur x est pas analytique en 0. Or, les séries que j'ai prises, là, je les ai prises en 0 parce que j'ai multiplié les A1 par x. Si j'avais pris en x0, ce serait A1 fois x moins x0, plus A2 fois x moins x0 au carré, plus etc. Donc ça, implicitement, attends, on dépatouille un peu tout ça, vous voyez que cette solution-là, elle est construite pour des conditions initiales données en x égale à 0. Donc il faut que nos coefficients ici soient analytiques en x égale à 0. Et c'est pas le cas quand on met sous la forme canonique. On a du x sur x carré qui devient 1 sur x, et 1 sur x n'est pas analytique en x0. De la même façon, le moins 1 sur 4x carré qu'on aurait ici ne serait pas analytique en x0 non plus. Donc tout ce bazar-là n'est pas analytique en x0, et donc cette série-là avait en fait aucune chance de nous donner quelque chose, elle est pas capable. Alors, le théorème qu'on a vu avant ne donnait pas la capacité de résoudre cette situation-là. Dès qu'on en a un qui n'est pas analytique, c'est mort, on ne peut plus utiliser les séries de Taylor en fait. Donc on doit pour ça utiliser une autre méthode de résolution qui est la méthode de Frobenius, qui va être basée sur les séries de Frobenius, qui sont des séries plus générales que les séries de Taylor. Alors, maintenant on va devoir définir ce que sont les points ordinaires et les points singuliers des équations différentielles. Donc on considère une équation, alors là linéaire, d'ordre n, avec le premier terme qui a un coefficient 1, et puis ensuite des fonctions grand F. Alors là, j'ai un peu merdouillé sur les indices, j'en suis aperçu, mais j'avais pas le courage de refaire toutes mes slides. Donc on va avoir un petit changement de logique dans les indices à un moment, et puis après on restera sur la deuxième logique. Mais bon, pour l'instant, on écrit ces fonctions, grand F de x, là c'est la fonction f n-1 de x fois la dérivée n-1,
plus etc., plus f0 de x fois y égale q de x. D'accord. Si tous les fi et les q sont analytiques en x égale x0, on appelle ça un point ordinaire. Okay. Si une seule de ces fonctions fi ou q est non analytique en x égale x0, on appelle ce point une singularité de l'équation différentielle. Voilà. Donc ce qu'on va appeler une singularité, c'est le cas où l'une ou l'autre des fonctions grand F ou Q sont non analytiques dans le point considéré. Donc typiquement l'équation juste avant on n'a pas réussi à résoudre, elle était avec un point singulier en x égale 0. Enfin une singularité en x égale 0. Dans ce qui va suivre, on va se concentrer sur les équations différentielles du deuxième ordre, parce que c'est de ça dont on va avoir besoin dans le cours d'équations dérivées partielles. Donc on ne fait pas une théorie générale sur la méthode de Frobenius, et encore moins la démonstration de la méthode de Frobenius, on n'est pas du tout là pour ça. On est là pour appliquer. On est des calculus, on n'est pas des théoriciens, enfin on n'est pas des mathématiciens purs. Mathématicien du tout d'ailleurs. Je le suis pas moi. Et donc on se concentre sur les équations différentielles ordinaires du deuxième ordre. Donc, qui sont de la forme y seconde plus, alors c'est là qu'on a un petit changement, vous voyez, f1y' plus f2y. Donc le f1 est logique, là ça devrait être un f de 0. Mais comme j'ai tout foutu avec des f2 après, je suis resté comme ça. D'accord, par rapport à ce que j'ai noté ici. J'espère que vous me pardonnerez ce petit changement de pied. Mais maintenant on va rester tout le temps sur cette forme-là. Donc on se concentre sur les équations différentielles ordinaires du deuxième ordre, de la forme y seconde plus f1y' plus f2y égale 0. Donc là, q de x, on va le prendre égal à 0 tout le temps. Néanmoins, ce qu'on a vu marche, il n'y a pas de problème. Enfin, presque tout le temps. Donc, si x égale x0 est une singularité, il faut qu'on apprenne, entre guillemets, à classifier les singularités. Donc, on va appeler singularité régulière les singularités telles que x moins x0 fois f1 de x et x moins x0 au carré fois f2 de x sont analytiques. Alors, les numérotations ici sont intéressantes parce que vous voyez que le f1 on multiplie par x moins x0 à la puissance 1, et le f2, on multiplie par x moins x0 à la puissance 2. C'est le petit truc qui permet de s'en rappeler, mais bon, voilà, bref. C'est pour ça qu'on fait cette petite inversion, mais c'est pas cohérent avec ça, donc ça me chagrine toujours un peu. Donc, bref, tout ça pour dire que si f1 de x est singulière en x0, et ou f2 de x est singulière en x0, mais que x moins x0 fois f1 et x moins x0 au carré f2 sont toutes les deux analytiques, alors cette singularité est appelée singularité régulière. Et c'est ce qu'on va apprendre à traiter aujourd'hui. Si x moins x0 f1 ou x moins x0 au carré f2, ou les deux ne sont toujours pas analytiques, on appelle ça une singularité irrégulière, et on ne va pas voir les méthodes de résolution qui correspondent à ces situations-là. Il y a des bons bouquins là-dessus, ceux que je connais sont en anglais pour le coup, mais voilà, mais on n'en a pas besoin pour ce qu'on va faire ensemble, donc je ne vais pas le développer, c'est pas l'objet de nos études ensemble. Il faut savoir que ça existe, qu'il y a d'autres méthodes qui sont encore plus compliquées, comme toujours évidemment. Et que ce n'est que du bonheur quand on s'y met. Voilà, donc ce qui en revanche est très important pour nous, c'est de savoir classifier en singularité régulière ou irrégulière, puisque dans notre cours, dès qu'on verra une singularité régulière, on partira en courant. Si en revanche on voit une singularité régulière, on va voir une méthode pour les attaquer. Donc prenons un exemple pour classifier déjà les singularités. Donc considérons cette équation-là, x moins 1 y seconde, enfin cet équatif, plus 1 sur x y prime moins 2y. Ok. Pour classifier les singularités, il faut qu'on la mette sous la forme canonique, donc y seconde, il faut qu'il y ait un coefficient 1, donc on doit diviser par x moins 1 tout ce petit monde. Ça fait 1 sur x fois x moins 1 y prime, moins 2 sur x moins 1 y. Donc on voit deux singularités, x égale à 0 et x égale à 1. Parce qu'on voit que le grand f1 de x ici va pas être analytique en x, 1 sur x on ne peut pas prendre son développement limité, et va pas être analytique en x égale à 1 non plus. Okay. Donc x égale 0, x égale 1 sont des singularités. Et f2 aussi, f2 en revanche n'est singulier que en x égale à 1. Il prend la forme moins 2 sur x moins 1, c'est ça, oui. Je regarde si j'ai pas fait une erreur là de tête, j'ai eu une absence, pardon. Ok. Maintenant, il faut qu'on classifie ces singularités. Donc, si on prend grand F1 et qu'on multiplie par x, ça fait 1 sur x moins 1. Okay. Si on prend grand F2 et qu'on multiplie par x carré, ça fait moins 2x carré fois x moins 1 à la puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2x carré sur x moins 1.
Et ça, on peut bien le développer en x égale à 0, et ça, on peut bien le développer en x égale à 0, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de termes qui ne se développeront pas. Donc c'est bien une singularité régulière. Alors là, je fais une petite accélération. Hein. J'ai fait un rappel sur les séries de Taylor. Il faut bien voir que effectivement 1 sur x moins 1 a bien une série de Taylor en x égale à 0, et moins 2x carré sur x moins 1 a bien une série de Taylor en x égale à 0. Si c'est pas une évidence pour vous, révisez un peu les séries de Taylor, je ne vais pas revenir plus en détail là-dessus. Ça l'aurait mérité, mais j'ai fait des rappels sur autre chose et pas là-dessus. C'est peut-être pas pédagogiquement très judicieux, j'en suis désolé si ça vous gêne. Si ça vous gêne, prenez le temps de bien vérifier ça, mais pour l'instant on se croit sur parole, mais par ailleurs, allez le réviser, quoi. Vous pouvez me poser des questions en cours, bien sûr, là-dessus, ou à votre chargé de TD. Ensuite, f1 fois x moins 1 est égal à x puissance moins 1, grand f1 fois x moins 1 est égal à x puissance moins 1, qui est bien analytique en 1. On peut bien développer 1 sur x en x égale à 1. Et f2 fois x moins 1 au carré est égal à moins 2 fois x moins 1, ça c'est clairement analytique, c'est directement un polynôme, donc là il n'y a aucune arnaque là-dessus. Donc on voit que x égale à 1 est une singularité régulière, il n'y a pas de problème. Donc nos deux singularités ici sont régulières, et on pourrait les attaquer par la méthode de Frobenius qu'on va voir après. Maintenant, on prend cette équation différentielle là, x moins 1 au carré y seconde, plus 1 sur x2 y prime plus 2y. On va d'abord évaluer si elle a des singularités, donc on met y seconde avec un coefficient 1, ça fait 1 sur x carré fois x moins 1 au carré y prime, plus 2 sur x moins 1 au carré fois y égale à 0. Maintenant la question c'est, est-ce que ces termes-là vont nous cracher, entre guillemets, des singularités? Oui, évidemment. 1 sur x carré ne peut pas se développer en x égale à 0. 1 sur x moins 1 au carré ne peut pas se développer en x égale à 1. Donc là, on a des termes qui vont être singuliers en x égale à 0 et en x égale à 1. Ok. Donc qui divergent. Hein. Si on regarde bien, ils divergent dans les x égale à 0 et les x égale à 1. Ok. On a des singularités. Maintenant, qu'est-ce qu'elles sont? Si on prend f1 et qu'on multiplie par x, ça fait 1 sur x fois x moins 1 au carré. Ah, ça va pas être analytique en 0. Vous pouvez pas développer ça en série de Taylor en 0. Le 1 sur x ici va vous poser problème. Donc, on s'arrête là. Hein. La singularité est irrégulière. D'accord. Le terme grand F2 là aurait pas de singularité irrégulière dans le cas présent, hein, quand on fait f2 fois x carré, ça fait du x carré ça ferait du 2x carré sur x moins 1 au carré, qui serait pas singulier qui serait développable et donc analytique en x égale à 0, mais comme quand f1 fois x n'est pas analytique en 0, on a une singularité irrégulière à cause de ce terme-là. Et maintenant, f1 fois x moins 1, ça fait 1 sur x carré fois x moins 1, et ça, c'est pas analytique en 1. D'accord. Donc x égale à 1 est une singularité irrégulière. Et si on regardait ce qui se passe pour grand F2, on aurait 2 sur x moins 1 au carré fois x moins 1 au carré, ça ferait 2, qui serait analytique, mais on s'en fout parce que grand F1 fois x moins 1 n'était pas. Donc on a deux singularités irrégulières ici. Voilà. Voilà, donc c'est deux petits exemples rapides pour voir un peu comment on fait, hein, pour trouver la régularité ou non des singularités. Et donc maintenant, la méthode de Frobenius, on va considérer une équation différentielle de la forme y seconde plus grand f1 x y prime plus grand f2 x fois y égale à 0, qui a une singularité régulière en x égale x0. Et là, on peut, quand on a une singularité régulière, donc développer en série de Frobenius la solution. La série de Frobenius, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle ressemble à ça. Donc, y de x est égal à, alors, le point où on va développer, x moins x0 à la puissance m, fois une série qui ressemble à une série de Taylor en fait, hein, fois a0 plus a1 fois x moins x0 plus a2 fois x moins x0 au carré, plus etc. L'hypothèse qu'on a, c'est que a0 doit être différent de 0. D'accord. Et on va voir que c'est très important par la suite. Ok. Alors on développe pas la théorie de Frobenius, donc on n'a pas le temps de justifier tout ça. Ça c'est les conditions. Ça c'est la série de Frobenius, c'est une condition pour appliquer la méthode. Donc on fait cette hypothèse-là à 0 différent de 0. Si M appartient à l'ensemble des entiers naturels, on se retrouve avec une série de Taylor en fait. Une série de Taylor avec des termes initiaux qui sont nuls, mais une brave série de Taylor avec que des coefficients entiers en fait. Donc, par définition, dans le cas présent, puisqu'on a x0 qui est une singularité régulière, ça veut dire que soit f1, soit f2, soit les deux,
sont non analytiques en x égale x0. Par définition, puisque c'est une singularité, mais que comme elle est régulière, ça veut dire aussi que x moins x0 fois f1 et x moins x0 carré fois f2 sont analytiques. Donc ça veut dire que grand f1 est égal à une fonction petit f1 sur x moins x0, et où grand f2 est égal à petit f2 sur x moins x0 au carré. D'accord. Pour que ça soit... Et f1 et f2 sont analytiques. D'accord. En x égale x0. Okay. Donc ça veut dire que cette équation-là, on peut la mettre sous une forme qui est x moins x0 au carré y seconde, plus moins x moins x0 fois f1 y prime, voilà, plus f2 fois y. D'accord, on se rappelle, hein, est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Pardon, je suis en train de... Oui, c'est ça, pardon. Je refais la connexion, c'est le problème d'avoir bien préparé le cours et puis de prendre un peu de temps avant de le faire. Si on, regardons bien, qu'on retombe bien sur nos pieds, juste, si on divise par x moins x0 au carré, ce terme-là devient bien y seconde, ce terme-là devient f1 sur x moins x0, f1 sur x moins x0, c'est bien grand f1, et f2 sur x moins x0 au carré, c'est bien grand f2. D'accord. Donc ça colle, tout ça est logique. Okay. Donc ce qu'on se retrouve à avoir en face de nous, c'est f1 et f2 qui doivent être analytiques en x égale x0. On l'a mis sous cette formule. Dans ce cas-là, on a un théorème, évidemment qu'on ne va pas démontrer, qui est que si x0 est une singularité régulière de l'équation x moins x0 carré y seconde plus x moins x0 f1 y prime plus f2y égale 0, alors cette équation, où f1 et f2 sont analytiques en x0, alors cette équation différentielle a au moins une solution sous forme de série de Frobenius, qui va être valide dans l'intervalle de convergence commun de f1 et f2, sauf éventuellement un x égale x0. Ok, donc on a le droit de développer avec une méthode de série, sauf que cette fois-ci sera une série de Frobenius, la solution. Par ailleurs, on peut se simplifier un peu la vie, et c'est ce qu'on va faire par la suite, hein, on ne perd pas de généralité si on fait un changement de variable. X moins x0 peut devenir x, c'est juste par un changement d'origine, hein, les différentiels vont toutes rester les mêmes, et cet équadif-là va devenir x carré y seconde plus x f1 y prime plus f2y égale 0. Donc ça, c'est aussi général que ça, parce qu'on l'obtient par un simple changement de variable qui ne change rien au différentiel. Donc, on ne perd aucune généralité, et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau des notations, on n'a pas à se taper le x0 partout. Mais juste si on y est confronté, il faut bien penser à le faire. Ok, donc comme on a fait avec les séries de Taylor, avec les séries de Frobenius, il faut qu'on écrive la fonction et ses dérivées successives. Donc la série de Frobenius qui nous intéresse, puisqu'on s'est recalé en x et pas en x moins x0, elle se simplifie un peu dans son expression, c'est quand même plus sympathique. Elle devient x puissance m, au lieu de x moins x0 puissance m, facteur d'une série qui est une série de Taylor moralement. Sa dérivée, son expression, on va avoir besoin de cette dérivée après, mais son expression, on va rentrer le x puissance m à l'intérieur et on va développer. Ça fait a0 fois x puissance m, plus a1 fois x puissance m plus 1, plus a2 fois x puissance m plus 2, plus etc. Plus an fois x puissance n plus m, plus etc. Avec a0 différent de 0. On l'a dit. Ok, la dérivée du coup, c'est a0 fois m fois x puissance m moins 1, plus a1 fois m plus 1 x puissance m, plus a2 fois m plus 2 fois x puissance m plus 1, plus le terme général, a indice n, fois m puissance n, fois x puissance m plus n moins 1, plus etc. La dérivée seconde, ça va être a0 fois m moins 1, x puissance m moins 2, plus a1 fois m fois... alors attendez, je suis où là? Oui, a1 fois m qui descend, fois m plus 1 qui était déjà là, x puissance m moins 1, c'est bien ce terme-là. On dérive ce terme-là, ça fait a2 fois m plus 1 fois m plus 2 fois x puissance m plus 1 moins 1 fois x puissance m, plus etc. Plus ici, a indice n fois m puissance m plus n fois m plus n moins 1, ou dans l'autre sens que vous l'avez écrit ici, à fois x à la puissance m plus n moins 2, plus etc. Ok, et maintenant on introduit tout ça dans notre équation différentielle. Alors avant de le faire, il faut d'abord, on va repérer un peu les choses par des couleurs dans ce qui suit, parce que ça devient vite un peu infernal. On se rappelle que notre équation différentielle, elle est de la forme x carré y seconde, plus x f1 y prime plus f2y égale 0.
D'abord, il faut qu'on écrive les séries de Taylor de F1 et de F2. D'accord, donc elles s'écrivent, par hypothèse, on sait le faire, B0 plus B1x plus B2x2 plus etc. Et pour F2, on va l'écrire C0 plus C1x plus C2x2 plus etc. Et maintenant, on peut envoyer tout ce petit monde dans l'équation différentielle et regrouper les choses. Alors d'abord, on l'envoie dans l'équation différentielle en brut. Donc ça fait x carré, facteur de y seconde. Donc y seconde, c'est tout le terme qui est en bleu ici. Vous pouvez regarder, hein, ça correspond bien. Ça fait a0 m m-1 x puissance m-2 plus a1 m m plus 1 x puissance m-1 plus etc. plus an m plus n-1 fois m plus n fois x puissance m plus n-2 plus etc. Ok, plus x fois la série de f1, c'est-à-dire b0 plus b1x plus b2x2 plus etc. fois le terme y', c'est-à-dire y' c'est a0 m x puissance m-1 plus a1 m plus 1 x puissance m plus etc. plus le terme général pour la dérivée d'ordre 1, c'est an m plus n fois x puissance m plus n-1 plus etc. Ok. Plus f2, c'est-à-dire la série c0 plus c1x plus c2x2 plus etc. fois la fonction y sous sa forme de Frobenius, donc a0 x puissance m plus a1 x puissance m plus 1 plus etc. Développé. Ok, maintenant on va faire le petit jeu qu'on a fait tout à l'heure, à savoir regrouper par puissance de x. Okay. Alors regardons un peu ce que donnent nos petits là. On voit que les termes qu'on va avoir sur les bras ici, on va avoir du x carré fois du x puissance m-2 qui va devenir x puissance m. Là, on va avoir du coup du x puissance m plus 1. Donc le plus petit degré qu'on ait là-dedans, c'est du x puissance m. Okay. Si on regarde ici, le plus petit degré, c'est x fois b0, ça fait du x, fois a0 m x puissance m-1, ça fait du x puissance m à nouveau, parce qu'après, quand on va multiplier les termes suivants, les degrés vont monter. Quand on va multiplier avec ça, les degrés vont monter aussi. Donc ici, on va avoir, à l'ordre m, on va avoir x fois b0 fois a0 m x puissance m. Ici, on va avoir le plus petit degré x puissance m aussi. Ce sera du c0 fois a0. Okay. Donc, regardons bien les choses 30 secondes, parce qu'après, en fait, je vais cracher la formule qui en découle, et il faut s'assurer qu'on ne se fait pas arnaquer. On voit que pour le terme d'ordre m, qui va être il y aura deux termes très importants, c'est le premier et le général. Pour les autres sont importants aussi, mais enfin, les deux, trois premiers sont importants, mais pas tous de la même façon. On voit donc pour les termes d'ordre m, on a du a0 mm-1 qui vient d'ici, d'accord. Ici on a du b0 a0 m, ok, fois x, ça va bien faire du x puissance m, et ici on a du c0 a0, ok. Donc là ici j'ai tout regroupé directement par puissance de x, d'accord, et on a bien du a0 mm-1 plus a0 b0m plus c0 a0, d'accord, c0 a0, b0 a0 m, a0 mm-1. Okay. Donc ça, c'est le terme qui vient bien devant le x puissance m. Si vous faites la même recherche pour le terme en x puissance m plus 1, vous trouvez que le coefficient est de la forme a1 facteur de m plus 1 facteur de m, plus b0 facteur de m plus 1 plus c0. D'accord, ça va se regrouper avec les a1. Avec le a0, vous allez regrouper b1m plus c1. Ça, ce sera le terme devant x puissance m plus 1. Plus celui-là pour le terme x puissance m plus 2, plus etc. Et le terme général, plus etc. Ce sera an facteur de m plus n fois m plus n-1, plus b0 facteur de m plus n plus c0, plus le terme an-1 facteur de b1 m plus n-1 plus c1, plus an-2 facteur de b2 m plus n-2 plus c2, plus etc. plus a0 bnm plus cn. Le tout devant x puissance n plus n. Alors vérifions que ça marche avec juste cela pour voir qu'on tombe bien sur nos pattes, qu'on se fait pas arnaquer simplement. Donc si on prend n égale à 0, ça doit donner le terme x puissance m. Okay. Si je prends n égale à 0, ça fait an facteur de m, voilà, facteur de m-1, ça fait bien ce terme mm-1, plus b0 facteur de m, ça fait bien plus c0. Et tous les autres termes n'existent pas en fait, hein, parce qu'on a pris n égale à 0, a-1 ça n'existe pas. Donc tous ceux-là disparaissent. Et on a bien juste ce terme-là. Si on prend n égale à 1, ça fait a1 facteur de m plus 1 facteur de m, a1 facteur de m plus 1 facteur de m,
plus B0 facteur de M plus 1, ok, plus C0, ok, plus A1 moins 1, donc plus A0 facteur de B1 facteur de M plus 1 moins 1, donc facteur de M plus C1. Ok, ça marche. Voilà, vous pouvez le refaire aussi pour le 2, voilà, ça marche, il n'y a pas d'arnaque. Alors, voilà. Donc ça, c'est quand on a regroupé les choses. C'est pas un mauvais exercice de le faire une fois, hein, pour s'apercevoir qu'on a ces termes-là. En revanche, ce que je vous invite à faire tout de suite, parce que pour la suite on va en avoir besoin, c'est de faire pause et de recopier ça sur un bout de papier. Allez-y. Parce que vous voyez la place que ça prend à l'écran, je ne vais pas le remettre à l'écran, mais on va s'en resservir abondamment, parce que c'est à partir de là qu'on va à chaque fois redériver les trucs, et ça, c'est toujours la même chose qui revient, donc je ne vais pas le réécrire à l'écran, parce que ça prend toute la place, et on ne peut pas mettre les autres arguments en même temps. Donc, prenez le temps, recopiez. Bref. Et donc ici, l'équation importante pour nous, dans un premier temps, comme on veut que A0 soit non nul, il faut forcément que ce terme-là soit nul pour que notre série existe de façon cohérente. Et donc on obtient qu'on doit avoir mm-1 plus b0m plus c0 qui doit être égal à 0. Cette chose-là, ça s'appelle l'équation indicielle, et c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir trouver la valeur de petit m. Et une fois qu'on aura petit m, on pourra trouver les autres. On pourra trouver le reste. Donc il faut qu'on raisonne un peu sur notre équation indicielle. D'accord. Elle s'écrit mm-1 plus b0m plus c0. On voit que c'est un brave polynôme du deuxième ordre. Hein. Ça fait du m carré moins m plus b0m plus c0. On sait résoudre ça. Hein. C'est b2 moins 4ac, etc., etc. Et on sait que on a trois situations différentes dans l'absolu en règle générale. Mais là, on va avoir trois situations aussi, mais pas tout à fait dans le même esprit. On va avoir deux racines, m1 et m2. Mais il y aura trois situations. La première, c'est que M1 et M2 sont différentes et que M1 moins M2 ne fait pas un nombre entier. Première possibilité. Deuxième possibilité, M1 est différent de M2, mais M1 moins M2 fait un nombre entier. Alors je ne dis pas lequel est le plus grand, ça n'a pas d'importance pour l'instant. On va voir au fur et à mesure. Dernière possibilité, c'est M1 égale M2. Voilà. Donc ça, c'est les trois cas. Et dans chacune de ces trois situations, il y aura des nuances dans la méthode de résolution. La première étape sera généralement à peu près la même, mais moralement. Donc on va étudier le premier cas. M1 différent de M2 et M1 moins M2 ne sont pas entiers. D'accord. Ça veut dire d'abord que M1 comme M2 annule l'équation indicielle qu'on vient de voir. Dans ce cas-là, pour résoudre, on va d'abord insérer M1, la valeur de M1 qu'on a trouvée, comme M dans l'équation qu'on a développée, et on pourra en déduire les AI associés par annulation de tous les coefficients, comme on l'a fait jusque-là quand on résolvait par série. D'accord. Ensuite, on peut faire la même chose avec M2, et ça nous donne une deuxième série de Frobenius, associée à la même équodif. Et par ailleurs, on a un petit théorème sympathique qui nous dit que si une équation a deux séries de Frobenius pour solution, elles sont linéairement indépendantes. Et elles vont être valides dans l'intervalle de convergence commun de petit f1 et petit f2, comme on l'a déjà évoqué, sauf éventuellement en x égale à 0, puisqu'on se rappelle qu'on avait ramené notre singularité en x égale à 0. Si on est sur une singularité en x0, en un point x0, dans ce cas-là, c'est sauf éventuellement en x égale x0. D'accord. Donc, si elle a deux séries de Frobenius, c'est bien, elles sont forcément linéairement indépendantes, et en fait, on a la solution générale de l'équation. Une autre façon de voir les choses, par ailleurs, sur cette histoire de convergence, chaque série de Frobenius converge quel que soit x, d'accord, sauf en x égale à 0, dans un cercle dans le plan complexe, alors c'est là que ça devient rigolo, dont le centre est en x égale à 0, et dont le rayon va au moins jusqu'à la singularité suivante la plus proche, la singularité de notre problème la plus proche. Alors c'est un petit alinéa, alors on voit sortir le plan complexe, parce que toutes nos histoires de séries de développement en série, les théorèmes généraux se font en fait en analyse des fonctions complexes, ce qu'on ne va pas développer ensemble, peut-être dans un lointain futur, très lointain futur. Mais en revanche, je le mets juste parce que ça, on va comprendre un petit truc dans 30 secondes grâce à ça. Voilà. Mais c'est pas important, si ça vous effraie, vous pouvez l'oublier, on s'en fout. C'est juste pour la petite histoire. Donc on va essayer de trouver d'abord l'intervalle de convergence de la solution de cette équodif-là. X de y seconde plus x sur 1 plus x carré y prime moins 3y égale 0. Alors d'abord, on clarifie la situation, on voit que x égale à 0 est bien une singularité régulière. Si je mets sous la forme x carré y seconde que je divise tout par x carré, on voit que le x sur x carré ici va donner du 1 sur x,
Et on sait que quand on a un terme 1 sur x dans cette fonction-là, quand on va la remultiplier par x, on va se retrouver avec juste 1 sur 1 plus x carré, qui est bien analytique quand x égale à 0, donc ça se passe bien. Et ici, le 3 sur x carré, on va le multiplier par x carré, donc on aura juste 3, et donc ce sera bien régulier. Ce sera bien une singularité régulière. Tout sera analytique gentiment. On voit du coup que notre f1 de x est égal à 1 sur 1 plus x carré. D'accord. On se rappelle, pour avoir le f1 de x, on va la mettre sous la forme grand F1, c'est-à-dire sous la forme x sur x carré fois 1 plus x carré. On a fait 1 sur x facteur de 1 plus x carré, et on doit le remultiplier par x pour avoir le petit f1 associé. Et petit f1, donc c'est 1 sur 1 plus x carré, qui se développe en 1 moins x2 plus x4 plus etc. Là, faites-le si vous ne l'avez pas en tête, c'est un petit exercice sympa qui est bien. f de x dont le rayon de convergence est de 1. Vous pouvez étudier la série ou voir notre petit commentaire qui arrive justement. f de x est égal à moins 3, et là le rayon de convergence c'est l'infini. Donc chaque série de Frobenius, sera valide pour un rayon de convergence de 1. Valeur absolue de x inférieure à 1. D'accord. Et donc juste le petit commentaire, si on voulait voir rapidement que notre rayon de convergence ici serait en 1 sur 1 plus x carré, serait de 1, pardon, mais c'est parce qu'en fait quand on voit ici qu'il y a une singularité en x égale à i et x égale à moins i. Dans le plan complexe, on voit que le rayon de convergence de la série entière qu'on obtient en développant en série de Taylor le 1 sur 1 plus x carré est égal à 1 en fait. Mais pour le voir, il faut être dans la direction imaginaire. Voilà. Donc c'est juste pour... je trouve ça marrant. Si ça vous distrait, oubliez-le. Ok, et donc maintenant, on va résoudre quelque chose qui n'est pas la même chose d'ailleurs. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pris les exemples dans des bouquins et j'ai pas mis ma cohérence à moi maintenant, donc ça part un peu dans tous les sens, je m'en excuse. Je vous présente mes excuses. Mais bref, donc maintenant on va résoudre donc par la méthode de Frobenius cette situation-là. Ok, donc x carré y seconde plus x facteur de x plus 1,5 y prime moins x carré plus 1,5 y égale à 0. D'abord, on repère qu'on a affaire bien à une singularité régulière, donc on doit diviser tout par x carré. Donc ici ça nous fait 1 sur x fois x plus 1,5 y prime moins 1 plus 1 sur 2x carré fois y. Okay. Après, on doit vérifier que les fonctions qui sont là vont être analytiques. Quand celle-là, on la multiplie par x. On se rappelle que là, on avait du 1 sur x fois x plus 1,5. Quand on la multiplie par x, ça fait x plus 1,5, qui est bien analytique. Et ici, il faut multiplier par x carré. Là, on avait du 1 sur x carré fois x carré plus 1,5. Ça devient du x carré plus 1,5, quand on multiplie par x carré, qui est bien analytique. Okay. Donc, on a bien une singularité régulière. Et donc, on peut la laisser sous cette forme-là. Sauf que cette forme-là, elle est bien, il faut faire attention à ça, sous la forme x carré y seconde plus x f1 y prime plus f de y égale 0. Okay, donc maintenant, il faut qu'on identifie correctement les choses. On identifie bien, ça nous fait que f1 est égal à ce terme-là, x plus 1,5, et f2 est égal à moins x carré moins 1,5, il y a le moins qui est devant. Il ne faut pas l'oublier dans la suite quand on détermine les coefficients. Ok, les rayons de convergence de nos f1 et nos f2 sont infinis, c'est une bonne nouvelle. D'accord, donc notre série de Frobenius, nos séries de Frobenius, elles auront un rayon de convergence infini, et il y aura peut-être un problème en x égale à 0. C'est tout. Donc on peut écrire l'équation indicielle pour aller à la pêche pour trouver nos coefficients m qui vont bien. Donc on écrit. Alors c'est là que je vous ai invité à prendre des notes. Mais donc je rappelle juste la forme de l'équation indicielle, c'est mm-1 plus b0m plus c0 égale 0. Où b0 c'est le premier coefficient de la série de Taylor de f1, et c0 c'est le premier coefficient de la série de Taylor de f2. Mais là elles sont déjà en série de Taylor, ces fonctions-là. Le b0 c'est 1,5, et le c0 c'est moins 1,5. D'accord, c'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe à ces signes, si on les embarque pas après on est embêté. Ok. Pardon, pas bien dans le bon sens. Donc on voit que du coup ça nous fait mm-1 plus m sur 2 moins 1,5 égale à 0. Il faut qu'on résolve. Je passe un peu les étapes. On sait faire quand même ça normalement assez bien. On peut le ramener au polynôme 2m2 moins m moins 1 égale à 0. Qu'on sait résoudre et on trouve comme racine m égale 1, m égale moins 1,5. Okay. On fait la différence des racines. 1 moins moins 1,5 ça fait 3,5. D'accord. 3,5 c'est pas un nombre entier. Donc on va avoir deux séries de Frobenius. On peut appliquer la méthode bêtement entre guillemets,
chaque m séparément l'un de l'autre et trouver les seuils de Frobenius associés. Donc c'est parti. Du coup là, on va avoir besoin de mettre au clair les coefficients des séries de Taylor de nos polynômes, donc ça va être facile. Tout ce qu'on va voir, ça va être à chaque fois des polynômes, donc ça va bien se passer, ça sera toujours sympatoche. Dans la vraie vie, pour voir. C'est de ça dont on a besoin pour nos équations d'arrivée partielle, donc je ne complique pas plus qu'il n'est nécessaire. On peut toujours compliquer les choses. Donc, on voit que notre B0, il est égal à 1,5. Notre B1, ça va être le coefficient qui est devant x, donc il est égal à 1. Et puis, il n'y a pas de termes de degré supérieur, donc tous les B pour un indice plus grand que 1 valent nul, sont 0. C'est l'inverse. Valent 0, sont nuls. Ensuite, pour les coefficients C, on a C0 qui vaut moins 1,5, C1 qui vaut 0, il n'y a pas de terme puissance x ici. Okay, et C2 qui vaut moins 1, c'est le terme devant x carré, et tous les C supérieurs à 2 valent 0. Okay. Donc ça c'est plutôt cool en fait, quand il y a plein de 0 partout. Donc pour m égale à 1, et il faut qu'on détermine le coefficient, il faut qu'on détermine en fait la relation, je vais y aller, pardon, plus cool que ça. D'abord, on va travailler donc sur la première valeur de m, je prends m égale à 1 arbitrairement d'abord, il n'y a pas de, pour le coup là il n'y a pas d'importance, pour la suite c'est important, mais là on prend ce qu'on veut, donc parce qu'on va les prendre successivement l'un et l'autre. Donc pour m égale à 1, on va aller déterminer les coefficients à n en utilisant le x puissance m plus n, le terme qu'on avait développé ensemble. C'est là que je vous invite à regarder sur votre feuille que je ne vous ai pas arnaqué. D'accord. Donc pour ce terme-là, on sait que donc on prend m égale à 1, donc on a a n qui est facteur de m plus n, mais m vaut 1, donc de 1 plus n, multiplié par m plus n moins 1, c'est-à-dire multiplié par 1 plus n moins 1, plus b0, nous, il vaut 1,5, de m plus n, donc de 1 plus n, okay. Plus C0, ça fait moins 1,5. Après, on a plus an moins 1, facteur de b1, c'est-à-dire 1, facteur de 1 plus n moins 1, enfin m plus n moins 1, donc 1 plus n moins 1, plus C1 qui vaut 0, donc plus 0. Ensuite, on a le terme en an-2, facteur de B2, mais B2 v 0, donc multiplié par quoi que ce soit, ça fera 0, plus C2 qui fait moins 1, donc plus moins 1, donc moins 1. Et après, tous les autres termes ont le bon goût de faire 0. Tous les A0 suivants, parce que là on est arrivé au terme B2 et C2, le B2 valait déjà 0, le C2 était le dernier à ne pas valoir 0. Après, tous les termes suivants dans ce développement-là sont des Bn et des Cn supérieurs, avec n supérieur à 2, donc ils valent tous 0. Donc ça s'arrête là. Notre relation s'arrête ici. Enfin, notre relation. La récurrence, le coefficient devant le x puissance m plus n, x puissance 1 plus n d'ailleurs, en l'occurrence, s'arrête ici. Okay. Donc, on peut en trouver une relation de récurrence entre les an, les an-1 et les an-2. Puisqu'il faut que tout ce bousin là soit égal à 0 pour qu'on puisse satisfaire notre équation. Alors je vous laisse faire les manipulations parce que ça prend une place folle à l'écran et on n'en tire pas grand chose de plus. Mais prenez le temps parce que quand vous aurez besoin de résoudre par les méthodes de Frobenius, vous n'aurez pas le choix, il faudra le faire. Mais prenez le temps de développer que ce qu'on en trouve, c'est qu'on doit avoir an égale 2 facteur de moins n à n-1 plus an-2 sur 2n carré plus 3n. Donc on sait, si on connaît an-1, an-2, on déduire le an. D'accord ? Donc on voit que A0 dans notre affaire doit être un paramètre libre, il faut qu'on trouve la valeur de A1 maintenant. Donc et c'est pour ça qu'on a besoin aussi des premiers termes quand on a développé notre solution par la méthode de Frobenius, on a besoin aussi des premiers termes pour trouver éventuellement les A1, A2, A3, suivant jusqu'où il faut aller. Donc le A1, si on regarde dans la grande série que vous avez dû mettre sur le papier, il est égal à A1 facteur de m plus 1m plus B0 facteur de m plus 1 plus C0, plus A0 facteur de B1m plus C1. Ok. Donc il est égal ici à A1 facteur de m plus 1, ça fait 2, facteur de m qui vaut 1, donc ça fait 2 fois 1, plus B0 qui vaut 1,5, facteur de m plus 1 qui vaut 1 plus 1, plus C0 qui vaut moins 1,5, plus A0 facteur de B1 fois m qui fait 1, plus C1 qui vaut 0. Ok. Et ça doit être égal à 0. C'est le terme qui est devant x puissance m plus 1, ça. Donc dans la grande solution. À nouveau, si vous regroupez tout, ce que vous voyez, c'est que A1 est égal à moins 2 cinquièmes de A0, à partir de cette relation-là. Ok. Donc ce qu'on a, au total,
c'est que AN est égal à, on l'a dit, 2 facteurs de moins n à n-1 plus à n-2 sur 2n carré plus 3n. D'accord. Ça veut dire donc que A2 doit être égal à moins 2A1 plus A0 sur 7. Okay. Donc A2, ça fait moins 2A1, n-1 ça fait 1. D'accord, c'est ce terme-là. Moins 2A1. Attendez, est-ce que j'en ai oublié en cours de route? Alors, plus A et moins 2 qui fait A0. Ah oui, non, j'ai déjà simplifié ici. Ok, pardon, j'ai sauté une étape. D'abord, le terme en bas, là, quand on prend A2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, plus 6, ça fait 14. D'accord. Et 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, il y a 7 là, et j'ai oublié ce 2 là déjà. D'accord. Donc, on a juste ce terme-là. Donc, ça fait moins 2 A1 plus A0. D'accord, ça, c'est égal à A2. Et comme le A1 est égal à moins 2 cinquièmes de A0, si vous le substituez là-dedans, vous obtenez que A2 est égal à 9 sur 35 A0. Okay. On sait donc exprimer A2 en fonction de A0. Et donc, vous pouvez le faire pareil pour A3. Il faut aller prendre la grande relation que vous aviez, substituer les choses, et vous trouvez du moins 82 sur 945 A0. Pour le A4, si vous faites le calcul, ça fait 571 sur 2079 A0. Okay. C'est un tout petit peu casse-pied à faire, hein, mais c'est bon, les séries de Frobenius, ça devient très vite un peu calculatoire. Et donc, au total, ce qu'on obtient, c'est que notre première série de Frobenius, que je vais appeler Y1, elle prend la forme A0 fois x puissance m, mais m valait 1, donc ça fait A0 fois x, facteur de, alors 1, puisque là c'est A0, hein, moins 2x sur 5, c'est ce coefficient là, à 1, il vaut moins 2 sur 5. Mais j'étais perdu 30 secondes là. Ensuite, plus 9 sur 35, x carré, moins 82 sur 945, x3, plus 571 sur 2079, x4, etc., etc. à l'infini. Voilà. Donc on a trouvé la tête de notre série de Frobenius, Y1. Maintenant, on va trouver la deuxième solution pour m égale moins 1,5. Donc c'est reparti, c'est le même cirque, hein. Je vous laisse regarder et dépioter tout ça un peu par vous-même, parce qu'on a encore quelques petits exemples un peu tordus à traiter, donc j'avance un peu plus vite. Donc vous voyez, c'est vite pénible et c'est vite beaucoup d'écriture pour tirer les termes, et c'est des super sources d'erreurs, hein. Il faut être hyper méthodique quand vous faites ça, prenez le temps de trouver vos trucs pour vous repérer. Et donc si vous le faites, ce que vous trouvez, c'est pour que m soit égal à, pour m égale moins 1,5, pardon, vous trouvez que an est égal à 2 sur 2n2 moins 3n, facteur de 3 moins 2n sur 2 an-1 plus an-2. Là, c'est ça qu'on trouve. On trouve par ailleurs qu'on doit avoir a1 égale moins a0. On trouve du coup que a2 est égal à 3,5 de a0, a3 est égal à moins 13 sur 38 a0, etc., etc. Et on peut construire la solution, la deuxième série de Frobenius, y2, comme étant a0 fois x puissance moins 1,5, c'est-à-dire a0 sur racine de x, facteur de a0 ici, donc 1, moins x, parce que là, on avait moins 0, donc ça fait moins 1 fois x, plus 3,5 de x carré, ça c'est le terme A2, moins 13 sur 18 x cube, ça c'est le terme A3, plus etc. Voilà. Et la solution générale de notre équation différentielle du départ, ben c'est, puisque y1 et y2 sont linéairement indépendantes, on a y égale c1 y1 plus c2 y2, où c1 et c2 sont des constantes arbitraires données par les conditions initiales. Voilà. Voilou. On a trouvé la solution. Donc on voit que c'est assez calculatoire, ça prend beaucoup de place, hein, d'utiliser la méthode de Frobenius, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Et encore, on n'a pas tout vu. Ok. Maintenant, on va voir le cas où on a M1 différent de M2, mais M1 moins M2 qui donne un nombre entier. Dans ce cas-là, on peut réécrire les racines sous une forme. La petite racine, mettons que soit M1 est égale à petit m simplement, et la grande racine, M2, va être égale à M plus grand N, où grand N c'est le nombre entier égal à M1 moins M2. D'accord. Et du coup, notre équation indicielle, et ça c'est très important, on voit qu'elle devient, pour la grande racine, m plus n, facteur de m plus n moins 1, plus b0 facteur de m plus n, plus c0. Donc ça, c'est l'équation indicielle écrite pour la grande racine m plus n. D'accord. Et maintenant, on se rappelle que notre terme général, il s'écrivait comment? Il s'écrivait an, m plus n, facteur de m plus n moins 1, plus b0 m plus n, plus c0. Ah ah! Ce truc-là, c'est exactement l'équation indicielle
pour la racine m plus grand n. Donc on est garanti sur facture que ce truc-là va s'annuler pour m plus grand n. D'accord. Donc ce terme-là peut tomber à 0. La question c'est est-ce que tous les autres vont avoir le bon goût de tomber à 0 ou pas. Donc ça, il va y avoir deux situations différentes. D'accord. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce terme-là s'annule pour n égale à grand N. D'accord. Ça c'est sûr. Donc maintenant, on va avoir deux situations, deux sous-parties dans ce genre de cas. Soit tous les autres termes du coefficient x puissance m plus n s'annulent, auquel cas on va avoir dans la même série de Frobenius deux constantes, a0 et an. Et cette série de Frobenius, on voit qu'on l'obtiendra en utilisant la grande racine m plus n. Et donc, les solutions, les deux solutions qu'on obtiendrait avec la racine petit m et la racine m plus n ne seront pas indépendantes. D'accord ? On va avoir une seule série de Frobenius qui contiendra intrinsèquement les deux solutions indépendantes. Donc c'est un cas relativement sympa. L'autre possibilité, c'est que ces termes-là ne s'annulent pas tous. Et dans ce cas-là, on aura en tout et pour tout qu'une seule série de Frobenius à disposition. On verra après ce qu'on peut avoir dans ce cas-là comme deuxième solution pour avoir la solution générale de l'équation différentielle. C'est infernal, vous allez le voir. Je vous promets que du bonheur et du son. Alors, maintenant, on va essayer du coup de trouver une solution pour cette équation-là, x carré y seconde plus xy prime plus x carré moins 1 quart fois y égale à 0. Alors, je ne vous le dis pas, mais on a déjà résolu des équations de Bessel en passant, là, sans trop le dire. On prépare un peu le terrain pour ce qui va suivre, en fait, tranquillement. Donc on voit d'abord que x égale à 0 est bien une singularité régulière. Si on divise par x carré, ça fait du 1 sur x. 1 sur x est bien singulier en x égale à 0. En revanche, x fois 1 sur x fait 1, qui est pas du tout singulier. Donc c'est une singularité régulière. Et là, pareil. Ça se passe bien. Donc on peut utiliser une série de Frobenius. Donc on y va. On voit d'abord que notre petit f1, quand on voit sous cette forme-là, c'est x fois f1 fois y'. Donc notre petit f1 vaut 1. Ici, c'est directement f2, qui vaut donc x carré moins 1 quart. Donc on voit qu'on a b0, le premier terme du développement de Taylor de f1 qui vaut 1, et puis il n'y a pas d'autres termes, tous les autres termes sont nuls, tous les p sont nuls. Le développement en série de Taylor de x carré moins 1 quart, c'est bête et méchant, c0 est égal à moins 1 quart, c1 est égal à 0, il n'y a pas de terme d'entre 1, c2 est égal à 1, et puis les c supérieurs à 2 sont tous nuls. Notre équation indicielle, prenez vos notes, je ne vais pas répéter, s'écrit ici mm-1 plus m-1 quart égale à 0. Ça fait du coup, quand on développe réduit, m carré moins 1 quart égale à 0. Et nos racines, c'est 1,5 et moins 1,5. D'accord. Et 1,5 moins moins 1,5, ça fait 1. On a une différence entière. D'accord. Nos racines diffèrent de 1. Donc le grand n dont on discutait juste avant, là, vaut 1. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc bizarre au coefficient A1. C'est là qu'on attend un truc bizarre. Donc on prend m égale moins 1,5 comme coefficient de x puissance m plus 1, puisque c'est là qu'il va se passer un truc pas normal. Okay, et on l'introduit dedans, donc je vous laisse regarder sur la feuille. Le A1, il est facteur de... Alors, donc pour le coefficient de x puissance m plus 1, on a comme facteur A1 fois m plus 1m plus b0 m plus 1 plus c0 plus A0 facteur de b1m plus c1. Okay. Donc nous, ça nous fait A1 facteur de 1,5 fois moins 1,5 plus 1,5 moins 1 quart, okay, plus A0 facteur de 0. 0 parce que b1m plus c1, alors là il faut recompter nos petits juste. B1m, B1 fait 0, ça fait 0, et C1 fait 0. Égal à 0. Donc ça fait 0 à 1 plus 0 à 0 égale à 0. D'accord. Donc là c'est bien. Dans le terme où ça part en sucette, tout le monde s'annule. Donc ça c'est la situation entre guillemets sympa, on va se retrouver avec deux séries de Frobenius. Donc avec grand N égale à 1, le coefficient de A1 est égal à 0, et en revanche, on ne pouvait pas deviner a priori que le coefficient de A0 serait aussi égal à 0. Ça, il faut le vérifier. Et si vous avez un grand N égal à 10, il faut aller vous rendre l'exposant de x puissance m plus 10 et regarder comment se comportent tous les autres coefs. Donc ça peut devenir pénible, suivant le cas que vous traitez. Bon, on n'a pas besoin d'aller traiter des cas aussi pénibles que ça, pour ce qui nous concerne. Voilà, et donc, si on regarde le terme général de la fonction,
ce sera un terme général qui sera fonction de A0 et de A1. Et qui donc là il faut aller prendre le terme général, hein, cette fois-ci. On se rappelle qu'on a pris petit m égale à moins 1,5, et il sera de la forme an facteur de moins 1,5 plus n, fois m plus n moins 1, moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5 plus n, okay. Plus, je suis en train de le lire en même temps, parce que b0 facteur de m plus n, donc c'est moins 1,5 plus n, ok, plus c0, donc moins 1 quart, c'est bien ça, hein. Ok, plus an-1 facteur de b1 plus c1, enfin b1 fois quelque chose plus c1 fois quelque chose, qui valent tous les deux 0, donc ils disparaissent, plus an-2 facteur de b2 facteur de m plus n-2 plus c2, faites vos calculs, ça fait 1 ici, donc on obtient le terme général qui a cette forme-là. D'accord. Ok, on regroupe les choses, ça nous fait an égale moins an-2 sur n carré moins n. Donc ça, vous pouvez le faire en injectant dedans. Donc ce qu'on obtient, c'est que pour n égale à 2, on obtient que a2 est égal à moins a0 sur n carré moins n. D'accord. Donc pour n égale à 2, ça fait 2 fois 2, 4, moins 2, ça fait 2. Ok, donc ça fait moins a0 sur 2. Pour n égale à 3, ça fait a3 égale moins a1 sur 9 moins 3 sur 6, donc moins 1 sur 6. Pour n égale à 4, ça fait moins a2 sur 4 au carré moins 4. En introduisant la valeur en fonction de a0, ça fait a0 sur 24. Pour n égale à 5, ça fait du moins a3 sur 25 moins 5. En introduisant, donc sur 20, hein, en introduisant en fonction de a1, ça fait a1 sur 120. D'accord. Okay. On commence à avoir des factoriels, hein, qui apparaissent là. Ça c'est du factoriel 3, c'est du factoriel fatigué, moi, c'est du factoriel 4. Ça c'est du factoriel 5. D'accord. Elle a l'air plutôt sympathique en fait, hein, cette série là. Donc là, on n'est pas loin, je pense, assez logiquement, d'avoir du cosinus et du sinus. J'ai pas pris le temps de regarder ça de près, mais ça ressemble franchement à la série de Taylor de sinus, de cosinus ici, et là à la série de Taylor de sinus. Ça doit être ça d'ailleurs. Bon, je m'engage pas parce que je l'ai pas fait. Parfois il y a des premiers termes qui correspondent, et puis après c'est pas Android. Je me méfie. Et donc notre solution complète. Alors réfléchissons bien, hein, sur quoi on tombe. On se rappelle que notre solution, elle est écrite pour m égale plus ou moins 1,5, c'est les deux solutions qu'on a. Tac, pardon. Et donc on se retrouve avec le a0 fois x puissance moins 1,5 fois ce terme-là, plus a1 fois x puissance 1,5 fois ce terme-là. J'ai un trou. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je rate un truc que je voulais vous dire. Ça me reviendra peut-être. J'espère que ça me reviendra. Bon, pas grave. Bon, écoutez, on y reviendra. Il faut qu'on avance de toute façon parce qu'on a encore 2-3 petits trucs à voir, un peu infernaux. Et après on aura bouclé, mais bon, voilà. J'ai la sensation que ce cours est long et pénible. Il l'est pour moi, donc il doit l'être pour vous. Donc ensuite, on peut se retrouver donc dans le cas précédent, c'est-à-dire m1 moins m2 fait un nombre entier, sauf que cette fois-ci, tous les coefficients de an ne sont pas égaux à 0 dans le terme en x puissance m plus n. Dans ce cas-là, c'est différent. On va prendre la grande racine, et on aura une seule série de Frobenius, y1, et ce sera tout. Pour avoir la deuxième solution, elle prendra une forme de solution qu'on appelle logarithmique, qui s'écrira comme ça, y2, ce sera égal à u de x moins bn y1 ln de x, pour les x positifs uniquement bien sûr, parce que ln de x n'est pas défini autrement. Ici, dans toute cette expression, n c'est la différence des racines de l'équation indicielle. Okay. Y1 c'est la série de Frobenius qu'on a déterminée à partir de la racine m plus n, donc la grande racine. U de x c'est une série de Frobenius qui aura la forme x puissance m facteur de b0 plus b1x plus b2x2 plus etc. Et on voit que le bn ici
c'est le nème coefficient de la série de Frobenius de U. Okay. Et on obtient ces coefficients B0, B1, B2, etc. En résolvant cette équation-là, d'accord, qui est x de U seconde plus x f1 U' plus f de U égale Bn 2xy1' plus f1 y1. C'est un peu casse-pied, hein. Donc on ne sort les solutions logarithmiques que quand on en a besoin pour survivre sur une île déserte, hein, mais c'est à peu près tout. Donc on substitue U par sa définition, et ses dérivés bien sûr. À partir de là, on peut déterminer les BI. Une fois qu'on a déterminé les BI, on peut écrire la solution. D'accord, parce que le U ici est déterminé par cette série-là. Le Bn nous est donné par le BI correspondant. Y1, on l'a trouvé moralement par la série de Frobenius qui est là. Et on multiplie ça par log, et ça nous fait la solution Y2, la deuxième solution linéairement indépendante de Y1, pour avoir la solution générale de notre équatif. Je vous annonce tout de suite qu'on ne va pas se taper ça. On n'en aura pas besoin dans ce qu'on va faire, donc je ne vais pas vous imposer. Je vais juste vous le signaler, savoir que ça existe, qu'on sait le faire, que ça peut être ultra pénible. C'est rare que les fonctions logarithmiques soient nécessaires, ça arrive, mais c'est rare. Et donc, en tout cas pas pour ce qu'on va faire ensemble, donc j'insiste là-dessus. Ou si on en a besoin, je la ressortirai du chapeau. On l'a vu ensemble un peu comment on peut la trouver. Mais voilà, bref. Donc commençons par étudier un cas qui va nous mettre dans ces abysses. Trouvons une solution de x de y seconde moins x facteur de 2 moins xy' plus 2 plus x carré fois y égale à 0. Okay. Donc x égale à 0, on voit que c'est une singularité régulière, donc on peut trouver une solution en série de Frobenius, au moins une. F1, et donc petit f1, c'est égal à moins fois 2 moins x, donc moins 2 plus x. F2, c'est 2 plus x carré directement, donc on sait écrire les coefficients. B0, c'est moins 2, B1, c'est 1, et tous les autres B valent 0. C0, c'est 2, C1, c'est 0, et C2, c'est 1. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, mais tout ça colle, et tous les C suivants sont nuls. Donc l'équation indicielle, pour nous, c'est mm-1 moins 2m plus 2 égale à 0, c'est-à-dire m carré moins 3m plus 2 égale à 0. Les racines sont m égale 1 et m égale 2, elles diffèrent de 1, un nombre entier. Donc on a gagné le droit d'aller sonder ce qui se passe. La plus petite racine m égale à 1, on l'introduit. Elle conduit à A1, facteur de 2 moins 4 plus 2, donc il fait 0, plus A0 facteur de 1 plus 0, qui ne fait pas 0 ici. Donc elle conduit à A0 égale 0. Donc on n'a pas le droit, par contrat, on n'a pas le droit d'avoir A0 égale 0. Donc on ne peut pas utiliser la plus petite racine pour trouver la série de Frobenius. C'est mort. Donc m égale à 1 ne donnera pas de solution. Donc on prend m égale à moins 1. M égale à 2, pardon, c'est notre deuxième racine. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça, c'est m égale à 2, pardon, je yoyote. Donc on prend m égale à 2, et cette fois-ci, on l'introduit dans le terme A1, et ce qu'on obtient, c'est un cas où on a A1, facteur de 3 fois 2, moins 2 fois 3 plus 2, donc ça fait 2A1, plus 2A0 égale à 0, ça fait A1 égale moins A0. Et là, c'est bien. On a bien une relation entre les deux, on n'a pas annulation d'aucun des deux du coup. Donc là on peut en faire quelque chose. Si vous faites la récursion maintenant, à partir de la solution générale qu'on a vue ensemble, avec les coefficients que vous introduisez dedans, etc. etc. Alors là vous voyez, j'accélère furieusement. Ne me croyez pas sur parole, prenez le temps de le faire. L'avantage c'est que ça vous entraîne et ça vous donne l'occasion de vous assurer que vous y arrivez une première fois, quoi. Comme on fera pas trop d'exercices là-dessus, voire pas du tout, il faut que je vois, parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est l'équation de Bessel et l'équation de Legendre. On a besoin de voir d'où viennent ces fonctions, mais au final, pour nos ODP, on n'y reviendra pas forcément trop. Enfin, je sais pas, je vais voir, mais peut-être en TD, mais je sais pas encore. Mais bref, donc au moins prenez cet entraînement-là pour manipuler un peu ces choses-là. C'est ça. Moralement, c'est juste ça que je veux dire. Mais donc, si vous résolvez maintenant, vous allez avoir que les AN sont égaux à moins n plus 1 facteur de n moins 1 plus AN-2, le tout sur n carré plus n. Et donc, si on prend n égale à 2, ça va dépendre de A1 et A0, d'accord? Mais A1, on sait l'exprimer en fonction de A0, donc on substitue les choses comme ça va bien. Et ça nous fait A0 sur 3. N égale à 3, il va dépendre de A2 et A1, qu'on sait tous les deux exprimer en fonction de A0, donc on va y arriver, ça va nous faire du A3 égale moins A0 sur 36, etc., etc. Et donc on a trouvé la série de Frobenius qui vaut A0 fois x puissance m, c'est-à-dire x au carré,
facteur de 1 moins x plus x carré sur 3 moins x3 sur 36 plus etc. qui est donné par ça. Donc c'est la série de Frobenius. Ok, et si on veut trouver la solution générale, il faut trouver y2 avec la méthode qu'on a vue avant, ce sera une solution logarithmique que je ne vais pas développer ici. Ok. Maintenant, si on a M1 égale à M2, c'est évident qu'on peut en tirer qu'une seule série de Frobenius. Hein. Et la deuxième solution est logarithmique, elle va s'obtenir comme on l'a vu avant. Comme on a vu la méthode, mais pas comme on l'a vu appliquée. Et à nouveau, je ne vais pas vous appliquer la méthode. Donc, on va résoudre cette fois-ci x carré y seconde plus xy prime plus x de y égale à 0. Okay. Donc, x égale à 0, je vous laisse vérifier, c'est bien une singularité régulière, on divise tout par x carré, ça fait du 1 sur x, ça fait du 1. Quand on va multiplier 1 sur x par x, on obtiendra 1 qui sera bien dérivable en série de Taylor en 0. Et 1 ici est directement développable en série de Taylor, donc il n'y a pas d'arnaque. Donc, cette forme-là a le bon goût d'avoir une singularité régulière en 0. On voit que f1 de x est égal à 1, f2 de x est égal à x carré. Et donc b0 est égal à 1, et tous les b suivants sont égaux à 0. C0, C1 valent 0, C2 vaut 1, et tous les C suivants valent 0. L'équation indicielle, du coup, prend la forme mm-1 plus m égale à 0, ce qui veut dire m carré égale à 0. 0 est racine double de cette équation. Damned. Donc ça nous fait, on va l'introduire, on n'a pas le choix. Ça fait A1 facteur de 1 plus 0 plus A0 fois 0 égale à 0. Ça fait A1 égale à 0. Ok, A0 est arbitraire. Ok, ça marche. Maintenant, on va se mettre dans la relation de récurrence. Ça nous fait AN facteur de nn-1 plus 1 fois n plus AN-1 fois 0 plus AN2 fois 1 égale à 0. Donc ça nous fait AN égale moins AN-2 sur n carré. Donc on voit qu'en fait tous les termes pairs qui viennent de 0 seront non nuls et tous les termes impairs qui viennent de A1 seront tous nuls. D'accord, donc j'anticipe un tout petit peu. Et donc si vous faites le calcul, vous obtenez une série de Frobenius qui a cette forme-là, y1 égale A0 facteur de 1 moins x2 sur 2 au carré, plus x4 sur 2 au carré fois 4 au carré, moins x6 sur 2 au carré fois 4 au carré, fois 6 au carré, plus etc. Okay. Donc ça, c'est la série de Frobenius qu'on peut trouver à partir de la racine double de l'équation. La deuxième solution est logarithmique pour obtenir la solution complète de notre équatif, la solution générale de notre équatif. Voilà. Je la développe pas ici, ce n'est pas l'objet immédiat de ce qui va suivre. Voilà, ça conclut ce cours qui est très calculatoire. On a fait des choses qui sont un peu plus loin que ce qu'on voit quand on fait les résolutions des quadifs, dans des cours des quadifs par les méthodes de série en général. Quand on introduit les séries, on voit que les séries de Taylor, en fait les séries de Frobenius sont importantes dans des cas où on peut lever certaines singularités, les singularités régulières, grâce à elles, et qui sont en revanche très importantes. C'est grâce à elles qu'on va pouvoir trouver les fonctions de Bessel. Donc c'est pour ça qu'elles sont essentielles pour la résolution des équations aux dérivées partielles. Ne perdons pas de vue ce que nous cherchons à faire, c'est résoudre des équations aux dérivées partielles par séparation des variables. Voilà, sur ces belles perspectives, donc le prochain cours portera sur Lagrange et Bessel, et après on reviendra aux équations dérivées partielles. Donc sur ces heureuses perspectives, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, une bonne fin de matinée, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.